Bonsoir à tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle conférence consacrée à l'intelligence artificielle. Je représente la chaire numérique et citoyenneté de l'ICP et en tant qu'université en sciences humaines et sociales, nous sommes convaincus que les questions inédites que cette nouvelle technologie soulève ne peuvent se résoudre à partir d'une seule discipline. C'est pourquoi nombre d'ailleurs de nos formations dans nos différentes facultés sont pluridisciplinaires. Histoire et sciences politiques, droit et philosophie, économie et sciences politiques. Et l'intelligence artificielle, en particulier, n'est pas seulement une avancée technologique, elle soulève aussi des défis qui appellent à des réflexions collectives et interdisciplinaires. C'est pourquoi Auguste Lehuger, à qui je vais laisser la parole dans un instant, est ingénieur, polytechnicien et assure un cours sur le machine learning dans le master droit de l'intelligence artificielle de la FACED, pour le plus grand plaisir de nos étudiants. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de cette chaire numérique et citoyenneté, nous avons invité des ingénieurs, donc Auguste Lehuger et Zako Sapet-Triomphe, afin d'enrichir notre réflexion avec leurs perspectives techniques, mais aussi et surtout en leur laissant la parole sur leurs propres préoccupations à propos des enjeux anthropologiques, philosophiques, sociétaux et politiques de l'intelligence artificielle. Et nous aurons l'immense privilège de les faire dialoguer avec des experts aux horizons variés, donc 2 chercheuses en sciences humaines et sociales et un directeur d'un laboratoire d'intelligence artificielle, avec un objectif commun, croiser nos savoirs pour mieux comprendre et appréhender les défis de l'intelligence artificielle. Donc nous espérons que cette soirée, l'IA, l'émergence d'alternatives, sera un véritable laboratoire d'idées propice à l'émergence de solutions innovantes et responsables. Merci à tous d'être présents pour participer à ce dialogue et bonne conférence. Merci Diane. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour réfléchir aux dynamiques de développement actuelles de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Auguste et avec Zako, nous portons ce soir la voix du collectif X Alternatives. Ce soir marque la première collaboration entre l'Institut catholique de Paris, qui nous accueille ce soir, et l'association X Alternatives, réunissant des alumni de l'école polytechnique. Pour mieux comprendre la genèse de cette soirée, il faut remonter 1 an en arrière. À la fin de l'automne 2023, Samuel et Zako, fraîchement intégrés à X Alternatives, souhaitent constituer un groupe de travail sur l'intelligence artificielle. Leur idée est simple, faire un bilan du développement de l'IA 1 an après ChatGPT, afin d'envisager des voies alternatives. Avec un groupe d'alumni de l'école, nous décidons de les rejoindre. Nous travaillons tous dans le domaine de l'IA, en recherche théorique ou appliquée, privée ou publique. Nous avons commencé notre carrière à peu près au même moment, comme à la queue leu-leu, un copain devant, un copain derrière, marchant tous sur la grande route de l'IA. Quand soudain, c'est l'arrêt. Boum, on rentre dans le voisin de devant, qui se retourne, on se retourne tous, et on se demande vers quoi marche-t-on en fait ? Réunis autour de notre intérêt pour l'intelligence artificielle et animés par un questionnement sur la direction collective que peut prendre cette science, nous constations notre incapacité à trouver les bonnes prises pour faire avancer notre questionnement. En effet, en tant qu'ingénieur, notre rôle semble parfois davantage de modéliser et d'optimiser que d'interroger pourquoi on fait cette optimisation. Nos réflexions ont eu une résonance avec le projet de Zako et Samuel au sein d'X Alternatives. Nous aussi, comme eux, on s'était arrêté un instant de marché. La vocation de l'association est d'orienter l'attention des polytechniciens vers l'intérêt général. Aujourd'hui, l'association ouvre des espaces de réflexion et en mobilisant les connaissances de terrain d'anciens élèves, imagine de nouvelles voies. Par exemple, une note sur l'industrie a été l'objet d'un colloque en octobre dernier à l'Assemblée nationale, à quelques rues ici. C'est dans ce sillon que notre groupe de travail a étudié le développement de l'IA, de ses mythes fondateurs à la réalité actuelle. Cette démarche a nécessité un élargissement de nos compétences purement techniques, en y intégrant des dimensions historiques
en intégrant des dimensions historiques, épistémologiques et politiques, afin d'en saisir pleinement les enjeux. Nous avons été rejoints par Victor, doctorant en philosophie des techniques, qui a pu apporter sa perspective à nos échanges. Après un an de travail, nous venons de publier la note intitulée « IA pour l'émergence d'alternatives ». Dans ce travail, nous mettons à contribution nos expériences personnelles et nos recherches récentes pour faire émerger 8 propositions pour refonder une politique scientifique, industrielle et sociale de l'IA. Pour accompagner la sortie de la note, nous avons publié un article dans Le Monde diplomatique de novembre. Cet article tente de démontrer les intrications entre politique et technique qui se jouent au sein de la construction d'une IA, comme une invitation à ouvrir cette boîte noire où se logent ces tensions technopolitiques. Nous avons aussi voulu dénaturaliser le rapport à l'intelligence, en la présentant comme une construction humaine, animée par une conception particulière du monde. Une réflexion qui invite à questionner et à remettre en cause ces briques technologiques, aussi techniques soient-elles, et de proposer un débat citoyen sur les mécanismes qui la sous-tendent. Le mois dernier, je donnais cours aux étudiants du Master droit de l'IA, ici à l'ICP, avec pour objectif justement d'explorer les aspects techniques de la boîte noire. Ce master a été lancé par Diane Galbois, également titulaire de la chaire numérique et citoyenneté à l'ICP, et c'est en échangeant avec elle sur notre groupe de travail que l'idée d'organiser une table ronde ici a émergé. Pour cette table ronde, nous avons souhaité avec Zako un panel divers de professionnels expérimentés, avec plus de recul pour discuter de la note et dépasser notre point de vue de jeunes ingénieurs. Anna Lombert, nous ayant aidés pendant la conception de la note, a été la première à rejoindre ce panel. Elle est enseignante-chercheuse en philosophie à l'Université Paris 8 et membre du Conseil national du numérique. Elle a d'ailleurs déjà été invitée par la chaire numérique et citoyenneté l'année dernière. Ses recherches portent sur les enjeux anthropologiques des transformations technologiques modernes. Elle nous invite, entre autres, à démystifier notre rapport à l'intelligence artificielle et à revenir à une définition plus pragmatique d'automate computationnel. Patrick Pérez et Pauline Gourlet nous ont ensuite rejoints. Patrick est directeur général de QTI, un laboratoire de recherche en IA à but non lucratif, défendant une approche de recherche ouverte sur les modèles fondationnels. Fort d'une expérience approfondie dans la recherche publique et au sein de grands groupes industriels, il a été chercheur chez Microsoft, l'INRIA et Technicolor, avant de devenir directeur scientifique du laboratoire d'IA de Valeo. Il occupe aujourd'hui une position à la fois de dirigeant et de chercheur, une combinaison relativement rare qui lui donne une voix particulièrement intéressante dans le domaine de l'IA en France. Il sera de retour le 23 janvier à l'ICP pour parler de la place de la France dans la course de l'IA. Pauline Gourlet est chercheuse au Media Lab de Sciences Po. Ses travaux se situent à l'intersection de la recherche en design et de l'étude des sciences et des technologies. Elle s'intéresse au développement situé des technologies numériques, et plus particulièrement à leurs effets sur l'action collective et les processus décisionnels. Pauline a participé au projet Shaping AI, un grand projet de connaissances sur l'IA, entrepris par 4 pays entre 2021 et 2024. Elle a dirigé le groupe de travail sur l'engagement, qui s'intéresse à la manière dont les objets de l'IA reconfigurent les interactions humaines, réfléchissant ainsi à l'IA non seulement comme une innovation technologique, mais aussi comme une série d'expériences sociales concrètes. Enfin, ce panel est complété par notre modérateur Xavier Delaporte, journaliste, producteur de radio et essayiste. Il s'est spécialisé dans les questions de société numérique depuis plus de 15 ans. Entre 2009 et 2015, il est producteur puis auteur de l'émission Place de la Toile, diffusée sur France Culture. Aujourd'hui, journaliste au Nouvel Obs et à France Inter, il est notamment l'auteur du génial podcast Le Code a changé depuis 2020. Dans son podcast, Xavier interroge l'ensemble de la transformation numérique en cours, dont l'IA est un acteur majeur. Ni techno-fanatique, ni techno-anxieux, il porte un regard à juste distance pour permettre d'appréhender les enjeux de cette transformation. Un grand merci à Anne, Patrick, Pauline et Xavier d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de les avoir parmi nous ce soir. Nous voulions organiser une soirée pour vous présenter la note et nos 8 propositions pour refonder une politique de l'IA, pour susciter une discussion croisée entre universitaires, chefs d'entreprise et journalistes, afin de faire émerger du débat des lignes de construction alternatives. Mais aussi de donner l'occasion à des étudiants et des chercheurs en IA comme nous de porter un regard réflexif, un regard critique, au-delà du rôle outil ingénieur. De se demander comment renouveler les prises politiques sur le développement scientifique et technique de l'IA. Finalement, de se demander pourquoi on construit l'IA de demain. Sans plus attendre, je laisse la parole à Zako pour vous présenter la note.
Merci Auguste, merci à tous d'être là. Je suis assez impressionné de voir autant de monde s'intéresser à ce qu'on raconte. Oui, du coup, Auguste l'a décrit. J'ai eu la joie depuis un an de coordonner la rédaction de cette note sur l'intelligence artificielle qu'on a intitulée « Pour l'émergence d'alternatives ». Et j'avais envie parce que c'est une soirée aussi de présentation d'introduction à cette note, de retracer très brièvement ce qu'elle contient et pourquoi on avait ça et comment on en est venu là. Donc le point de départ, disons, on s'est demandé à quoi bon ajouter du bruit au bruit, à quoi bon rajouter une énième note sur l'intelligence artificielle que personne ne lit, et certainement pas les gens qui développent ces systèmes et qui prennent toutes les décisions importantes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais en fait, c'est précisément la position d'X Alternative et ce qui a tout de suite émergé lorsqu'on a constitué ce groupe de travail, c'est que tous les gens qui se sont assemblés, chercheurs, ingénieurs qui travaillent sur ce sujet, avaient le sentiment d'avoir quelque chose à dire, et pas simplement quelque chose ancré dans un point de vue technique qu'ils ont, mais quelque chose ancré dans un point de vue politique. Et c'est la raison d'être d'X Alternative, c'est de permettre des espaces de discussion, de réflexion, pour que les ingénieurs se posent la question politique de leur travail. Donc pour entamer, disons, ce long processus qui est d'autant plus vaste que le terme d'intelligence artificielle est flou et recouvre plein de réalités, on a décidé de partir d'une approche généalogique, d'une certaine manière, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on en était venu à avoir un mode de développement technique et scientifique de l'IA tel qu'il est aujourd'hui. La question étant une fois qu'on a retracé ce chemin, essayer d'imaginer comment pourraient émerger des alternatives. Pour raconter l'histoire très brièvement, et je suis sûr qu'il y a plein de gens ici qui la connaissent déjà, en deux points de vue. D'une part, c'est celle des figures clés. On a voulu s'intéresser à comment certains personnages particulièrement importants de l'histoire du développement de l'IA, Alan Turing, John McCarthy, Frank Rosenblatt dans les années 50-60 aux États-Unis, et plus tard Yann LeCun ou Yoshua Bengio, comment ils avaient un imaginaire et comment on pouvait dessiner cet imaginaire qui occupait leur pensée et qui certainement a influencé le développement de cette science. Cet imaginaire se construit à travers des inspirations des théories libérales du marché, des théories économiques classiques, de la concurrence pure et parfaite, de l'idée d'un individu rationnel tiré des sciences cognitives, et même de l'idée que le monde est entièrement calculable, qu'on peut retranscrire l'intégralité du monde dans des signaux numériques qu'on transmettrait à une machine. Ensuite, l'autre approche, c'est celle des moments clés. À quel moment est-ce qu'on peut percevoir que le développement de l'IA s'est inscrit dans un contexte géopolitique et économique plus large qui l'a forcément influencé. C'est la guerre froide, c'est ensuite l'effondrement du bloc soviétique, c'est l'explosion de la bulle Internet, particulièrement important parce qu'elle a obligé certains acteurs à développer un mode de rentabilité qui s'appuyait sur l'extraction de données personnelles. Et le développement de l'IA est sans aucun doute intimement lié à tout cela. En retraçant ce fil, ça nous a permis de nous interroger sur ce qu'on voit comme des points de tension, des points d'inflexion, des endroits un peu clés où on pourrait concentrer notre attention pour se dire c'est peut-être là qu'il s'agit d'agir pour imaginer comment ça aurait pu être autrement, voire, si on est vraiment optimiste, imaginer comment réorienter ce projet dans une autre perspective. Alors je vous inviterai à consulter la note pour en prendre plus ample connaissance, mais je me permettrai d'évoquer juste un point qui est particulièrement cher à Auguste, et parce qu'il y a des ingénieurs dans la salle, je pense. L'idée des fonctions objectifs. Pour concevoir un système d'IA, il y a un moment ou un autre, il faut leur donner un objectif. C'est des machines qui sont convergentes, qui sont téléologiques, elles orientent leur comportement dans un cadre qu'elles ne peuvent pas vraiment remettre en question, qu'elles ne peuvent pas changer. Ce cadre-là, c'est celui que l'ingénieur décide. L'ingénieur décide de l'objectif et c'est souvent une question qui est vue comme, de cette manière, qui est un peu négligée parce que c'est la première question à aborder. Et donc, on a cette position, on pense qu'il faut renouveler et étendre le débat sur la question des fonctions objectifs. On voit aujourd'hui, et je ne reviendrai pas là-dessus, je suis sûr que tout le monde a ça en tête, certains impacts négatifs de l'intelligence artificielle, qu'ils soient humains, sociaux, économiques, environnementaux, qui
pourrait nous amener, et c'est pas ce qu'on fait, à envisager l'abandon total de ce champ de recherche. D'une part, on se retrouverait tous au chômage, mais d'autre part, on a la conviction, et c'est la raison pour laquelle on travaille dans ce champ finalement, que c'est un projet scientifique qui est fascinant et qui est porteur de potentialités. Lesquelles, c'est précisément la question. Politiser l'IA signifie construire des prises par lesquelles faire exister d'une part, et d'autre part rendre efficient un discours pluraliste et ouvert sur le projet politique dans lequel on souhaite inscrire ces développements. Pour construire ces prises, on a proposé plusieurs angles d'approche qui sont relativement vastes et qui constituent 8 propositions. D'une part, et c'est essentiel, définir collectivement le projet politique qui doit orienter le développement de l'IA. Je reviendrai là-dessus. D'autre part, prendre des mesures d'alignement et de restructuration de la recherche publique en particulier, de la recherche privée également. C'est un champ technique qui est particulièrement proche de son développement scientifique fondamental. Décliner des mesures d'alignement sur l'ensemble de la chaîne industrielle qui en fait concerne beaucoup plus que les chercheurs en IA, puisque ça s'inscrit plus généralement dans l'économie numérique. Aligner les financements publics, puisque c'est le principal moyen qu'a l'État d'intervenir sur ces questions. Poursuivre un mouvement de régulation qui, à notre sens, favorise une approche européenne de la question. Regagner un terrain médiatique en donnant à voir des alternatives, et c'est précisément ce qu'on essaie de faire là. Investir et promouvoir une conception démocratique de l'IA, qui ne peut pas être résolue simplement en disant qu'on va faire une IA démocratique, mais qui en fait pose vraiment la question de ce que c'est que politiser un système technique comme l'IA. Et enfin, normaliser des pratiques industrielles pour minimiser notamment des risques de cybersécurité ou d'impact néfaste. Et on pense en particulier à l'idée d'un principe de non-conformité, comme c'est le cas dans l'industrie pharmaceutique par exemple. Donc c'est des pistes bien larges et bien floues, on en a bien conscience, qui supposent d'interroger tout un tas d'acteurs autres que des ingénieurs pour savoir comment les déployer. En particulier, dans les points que j'ai évoqués là, les questions de savoir comment définir collectivement le projet politique qui encadre l'IA et ce que ça signifie réellement d'adopter une conception démocratique de l'IA échappe en grande partie à nos compétences. Par définition, il faut ouvrir le débat pour ce faire. Et donc c'est le but de cette table ronde. Nous avons cherché, et pour notre plus grand bonheur et presque notre étonnement, nous avons réussi à convier des voix hautement qualifiées et diverses sur cette question. Et on espère sincèrement, on a l'espoir qu'elle pourra nous aider à répondre à cette question de comment construire des prises politiques pour orienter le développement de l'IA. Donc je remercie infiniment Anna Lombert, Patrick Pérez et Pauline Gourlet, ainsi que Xavier Delaporte, d'avoir accepté de participer à cette discussion. Et si vous le voulez bien, je vous invite à monter sur scène et ouvrir le débat. Tout n'a pas été discuté, arrangé par avance, on ne se connaît pas. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je me retrouve dans une situation qui est très inédite, puisque je dois animer une discussion organisée par des gens qui savent beaucoup mieux que moi de quoi on va parler, qui savent exactement ce qu'ils attendent, qui ont beaucoup réfléchi aux questions qu'ils ont très envie de voir abordées et qui d'ailleurs me les ont écrites. Je ne serai donc qu'un porte-voix. Mais ça me va très bien, et pas seulement par paresse. Ça me va très bien parce que je trouve que cette voie est très intéressante, et même plus très importante. C'est celle d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs même, qui sont amenés par leur parcours d'excellence, comme on dit, et leur goût aussi, j'espère, à travailler dans ce secteur qu'on définira vaguement comme l'intelligence artificielle et qui s'interrogent sur le sens de ce qu'ils font. Pas tant sur le sens comme on en parle dans le management, mais sur des aspects très concrets qui dictent les objectifs, comme ça vient de nous être rappelé, avec quelle idée du bien commun, quels sont les cadres à partir desquels on pense ce qu'on fait, quelles pourraient être les alternatives, à la fois en termes d'usage de l'IA, par exemple en la mettant au service de ce bien commun, mais aussi en termes de modèles eux-mêmes, voire en termes de gouvernance, parce qu'au fond, il y a peut-être d'autres possibilités que le tout privé ou le tout étatique. En bref, il s'agit donc de politiser l'IA dans le sens le plus noble et le plus large qu'on peut donner à ce terme, et il s'agit de retrouver des prises, comme ça a été dit à plusieurs reprises pendant cette présentation. Ce sont, je trouve, de très belles questions, des questions très nécessaires, et c'est particulièrement intéressant, me semble-t-il, qu'elles proviennent de gens qui fabriquent
et pensent ces machines et qui participeront et participent déjà à les faire partie prenante de bien des aspects de nos vies, qu'elles soient intimes ou collectives. Je n'ai pas représenté ou présenté à nouveau les trois invités qui vont être amenés à discuter. Il va falloir être à la hauteur des attentes de ces jeunes personnes. J'espère que vous en êtes conscients tous les trois. Mais la première question que j'ai posée, c'est qu'il y a un présupposé de tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, qui est qu'il y a un manque de politique, une absence de politique, puisqu'il faut politiser, donc ça signifie que ce n'est pas politisé. Je vais commencer avec te poser la première question, Pauline, parce que dans le cadre de Shaping AI, vous avez interrogé un nombre conséquent de gens qui sont des fabricants de l'intelligence artificielle, mais qui sont aussi des gens qui la pensent, qui y réfléchissent, voire qui la critiquent. Et je voulais savoir si c'est ce que vous avez constaté en discutant avec tous ces gens. Eux-mêmes parlaient de regrettaient ou je sais pas, ou au contraire étaient heureux d'une absence de politique à l'intérieur de la manière de penser l'IA. Merci pour l'invitation et cette participation à cette table ronde qui, en effet, l'ambition est haute. Hein. Mais pour répondre à ta question, Xavier, alors nous, en effet, donc dans le cadre de Shaping AI, qui était donc une recherche sur plusieurs pays, mais nous, on s'est concentré du coup sur le développement de l'IA en France, pour justement la comparer au développement dans d'autres pays, voir s'il y avait des différences dans les trajectoires, en fait, dans la manière dont cette technologie globale, quand même, qui se développe dans la majorité des pays du monde, atterrissait dans chacun des pays. Et en France, du coup, les personnes qu'on a rencontrées, nous, on a cherché à rentrer en contact avec ce qu'on a appelé des praticiens, praticiennes de l'IA, compris au sens très large. Donc pas seulement ce qu'on a habituellement en tête, chercheurs en IA, data scientists, éventuellement start-upers, etc., mais aussi, pourquoi pas, des juristes, des journalistes, des syndicats, des chercheurs en SHS, enfin toute une série de personnes, des gens dans l'administration aussi qui intègrent des systèmes d'IA dans leur travail. Donc on a essayé de vraiment pluraliser en fait la compréhension de ce que pourrait être une pratique de l'IA et de plutôt on pourrait dire, voilà, ne pas rester que dans la technique, donc détechniciser. Et en faisant ça, on se rend compte qu'il y a déjà plein de personnes qui, en effet, se posent la question du rapport entre politique et technique. Et donc, que cette question des effets et des conséquences de l'IA dans nos vies est déjà, oui, largement, que ce soit en termes de rapports sociaux, de rapports de construction subjective ou voilà, de modalités d'effets dans nos vies collectives et individuelles était évidemment déjà très présente chez beaucoup d'acteurs, oui. Et Anne, en quoi la philosophie peut-elle nous aider à justement participer à la repolitisation de la question de l'intelligence artificielle ? Alors, merci pour la question, merci aussi pour l'invitation. Je me réjouis beaucoup d'être présente ici et j'ai beaucoup admiré le travail qui a été fourni dans cette note. C'est assez rare de lire un travail d'une telle densité, donc merci beaucoup pour tout ça. Alors, c'est une vaste question, je dirais, tout dépend de quelle philosophie on parle d'une certaine manière, mais effectivement, l'une des grandes idées qui a été un petit peu déconstruite au XXe siècle, ou plutôt dans la seconde moitié du XXe siècle, au sujet de la technique par un certain nombre de penseurs de la technique, c'est l'idée selon laquelle la technique serait quelque chose de neutre. Donc c'est la fameuse thèse de la neutralité de la technique. Hein. La technique traditionnellement avait été pensée sous le schème du moyen, donc du moyen neutre, dont il s'agit pour l'humain qui l'utilise de déterminer les finalités, bonnes ou mauvaises. Bon. Et c'est cette conception de la technique très restreinte en fait, parce que ça revient à penser la technique sur le modèle de l'outil finalement. Bon, ben voilà, j'ai un stylo, je peux écrire avec, c'est bien, je peux, voilà, je sais pas, m'en servir comme une arme, c'est pas bien. Bon, mais évidemment, quand il s'agit de penser le numérique, on voit tout de suite, il s'agit plus d'outils, il s'agit de systèmes techniques, il s'agit d'environnement technique, il s'agit d'infrastructures techniques. Ce paradigme ne fonctionne plus du tout. Et puis par ailleurs, il ne fonctionne pas philosophiquement pour des raisons que je vais pas développer ici. Donc il a été complètement remis en question en fait à partir des années 50, mais même auparavant, par un certain nombre de philosophes que je ne cite
cite pas, hein, je fais des raccourcis, mais qui nous invite justement à penser la technique non pas comme un moyen neutre, mais comme chargé en fait d'idéologie politique, de principes politiques, de projets politiques qui vont configurer ensuite nos comportements, nos usages, nos relations, nos vies. Hein. Et donc moi, les penseurs, disons, les plus contemporains sur lesquels je me suis beaucoup appuyée, notamment Gilbert Simondon, Jacques Derrida et Bernard Stiegler, mais enfin peu importe les noms propres ici, invitaient vraiment à penser la technique comme un milieu. C'est-à-dire un milieu qui va conditionner nos relations sociales, qui va conditionner nos vies psychiques aussi, et qui va conditionner finalement voilà, nos usages, nos comportements. Et ce milieu, eh bien, selon, si vous voulez, les personnes qui possèdent ces technologies, selon les choix idéologiques qui sont posés en amont, selon les modèles économiques qui sont développés et selon les fonctionnalités techniques qui sont développées également, eh bien, ce milieu va avoir des enjeux tout à fait différents, quoi, voilà, qui peuvent être parfois très dangereux, parfois très intéressants. Mais voilà, donc ça nous amène en fait, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je répondrai à la question de manière un petit peu générale, mais ces philosophes de la technique nous amènent à vraiment politiser la question, à sortir des alternatives entre technophilie, technophobie et à se demander finalement ces milieux techniques, quels sont les projets politiques qui sont derrière, quels sont les modèles économiques et quelles sont les fonctionnalités technologiques et que nous font-ils surtout, hein, que nous font-ils à nous les soi-disant humains qui étaient censés supposer décider de leur finalité. Hein. Finalement, on est plutôt conditionné, disons, la technique est plutôt une condition qu'un moyen. Voilà. Très bien. Patrick, vous ne faites pas de politique? Pas du tout. C'est ça la question? C'est une question. Non, pas tellement, non. Mais je trouve que c'est difficile de ne pas en faire désormais quand on fait de l'IA. Ah, bah alors, oui, non, je pense que, je vais rejoindre ce qui a été dit, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'IA il y a quasi 35 ans, il y avait tellement peu de chances que ça sorte du labo qu'on pouvait vraiment faire ça tranquille et pas se poser trop de questions. C'est vrai que quelques décennies plus tard, vu la puissance de ces outils, qui ne sont en effet pas que des outils, où ils sont tellement omniprésents, ils vont le devenir de plus en plus, ils vont tellement pénétrer toutes les facettes de notre vie, les ingénieurs, les chercheurs ne peuvent plus faire comme si c'était uniquement pour l'avancée de la connaissance et faire comme s'il n'y avait pas de conséquences à leurs travaux. Donc je pense que c'est effectivement, ça nous oblige en fait, même les gens de la technique, à réfléchir un peu plus loin que nos ordinateurs. En même temps, on n'est pas formé pour ça, donc non, je ne fais pas de politique, ni de philosophie, parce que je suis peu équipé pour ça, mais je suis ravi d'être là pour ces raisons-là. Non, je posais la question différemment. Quand faites-vous de la politique quand vous faites de la technique? Alors, déjà en venant ici, ce qui continue à faire partie de mon métier, on fait de la politique en travaillant dans ce genre de domaine, en choisissant l'endroit où on le fait. Je pense que faire de la recherche dans un laboratoire public ou dans un grand laboratoire de la tech américaine, c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est tout à fait ok de passer l'un à l'autre, comme je crois que c'est ok. En tout cas, je l'ai fait. Et plein d'autres gens l'ont fait. Ce que je veux dire, l'idée, c'est pas nécessairement de stigmatiser, mais c'est pas anodin, en lien aussi à ce que j'ai dit précédemment. L'endroit d'où on fait ces recherches-là sont importants. Quand on fait de la recherche en IA dans un grand laboratoire de la tech, quel que soit le pays, le modèle économique de l'employeur, il est important. Si le business model, c'est le ciblage publicitaire, c'est pas anodin sur le projet de l'entreprise qui finance ses recherches. Juste, je me posais une question, j'avais un truc en tête en vous posant cette question, c'est que en regardant les discours qui avaient été prononcés au moment de la naissance de QTI, il y avait une phrase, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, mais les uns et les autres, les unes et les autres, une phrase de Xavier Niel, qui est un des 3 financeurs de QTI, grand respect à lui, c'est aussi l'actionnaire principal du journal dans lequel je travaille. Il disait, j'aimerais bien, et j'ai croisé dans l'ascenseur tout à l'heure d'ailleurs, c'est marrant, ça prend pas de ma vie, j'aimerais bien qu'un jour on parle de l'impérialisme français dans l'IA. Alors, c'est pas pour commenter la question France, on en reviendra à cette question-là, mais je me dis, c'est marrant parce que là, pour le coup, c'est en fait, immédiatement, il y a de la politique, quoi. Parce qu'il y a des questions de souveraineté et de jeu politique très très fortes, s'agissant de l'IA désormais.
Moi, j'avais entendu une autre de ses sorties où il disait qu'il avait envie de démocratiser l'IA. Donc peut-être que ça va dans le même sens de cette idée de sortir d'une sorte de monopole peut-être sur ces questions. Mais, et je m'étais fait la remarque en l'écoutant. D'ailleurs, c'est un mot qu'on entend souvent, notamment dans la bouche plutôt d'ingénieurs ou de producteurs d'IA, cette volonté et cette envie que ça se démocratise. Or, il me semble que c'est un usage extrêmement galvaudé du terme ici et que la question... Pourquoi ? Parce qu'il s'agit pas, à aucun moment il s'agit de donner une voix et sur la question de est-ce que c'est un choix technique qu'on validerait collectivement. Donc c'est plutôt une diffusion, une massification des usages, ou voilà, on peut utiliser d'autres termes, mais il me semble que l'emploi délibéré, parce qu'il a, voilà, quand il est parfois utilisé inconsciemment, je pense, parce qu'il est rentré un peu dans le langage commun, n'empêche que je pense que voilà, il y a un intérêt pour certaines personnes que ce terme soit galvaudé. Et sert une pseudo-promesse qu'on aurait notre mot à dire en fait dans l'usage des technologies, notamment par rapport à ce que tu disais. Il y a un peu deux écoles de pensée sur la technique. Soit il y a un déterminisme technologique hyper fort qui fait que de toute façon il y a un projet politique inscrit et contre lequel on ne pourra pas aller, versus justement le discours de la neutralité dont tu parlais. Et il me semble, je crois qu'on travaille tous les trois un peu à essayer de trouver une sorte de juste milieu entre ces deux postures. Voilà. Comment vous l'entendez, Anne, ce terme de démocratiser l'IA, vous ? Alors, oui, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais, enfin moi, c'est une distinction sur laquelle j'ai beaucoup insisté, la distinction entre démocratisation et massification au moment où ChatGPT s'est déployé à grande échelle. Parce que, pourquoi ? Tout simplement parce que, si vous voulez, c'est pas parce qu'on utilise tous une technologie qu'elle est démocratique, cette technologie. Ou alors, je veux dire, c'est un usage vraiment très restreint du terme. Moi, ce qu'on essayait de soutenir, et notamment dans les rapports auxquels j'ai participé au sein du Conseil national du numérique, c'était qu'une véritable démocratisation suppose la mise en capacité des citoyens de comprendre, d'une part, dans un premier temps, les dispositifs qu'ils utilisent, et puis dans un second temps, puisque la compréhension est préalable d'une certaine manière à un choix qu'on pourrait considérer comme éclairé, disons, dans un second temps, de pouvoir effectivement être consulté sur la nécessité ou pas d'un projet technologique ou industriel. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et ce qui n'était pas du tout le cas en particulier dans l'exemple de ChatGPT, qui a été effectivement utilisé massivement, mais qui est une technologie qui s'est socialisée à travers des discours marketing, promotionnels, des usages très consuméristes, bien souvent absolument ignorants, mais c'est pas du tout de notre faute à nous, pauvres citoyens, d'une certaine manière. Mais par exemple, bien des personnes ignorent encore les enjeux d'un point de vue écologique, les coûts énergétiques, mais aussi la question des biais, dont on viendra peut-être sur ce sujet tout à l'heure, qui a fait l'objet d'un des 2 articles publiés justement par les auteurs de cette note. Donc le fait que, évidemment, dans ces systèmes-là, il y a des propriétaires de ces systèmes, les concepteurs de ces systèmes, qui ont fait un certain nombre de choix, des choix idéologiques. Nous n'avons jamais été consultés sur ces choix. Donc, dans cette mesure, quand vous utilisez ChatGPT conçu par OpenAI et Sam Altman, vous n'obtenez pas les mêmes résultats que quand vous consultez Grok, qui est l'intelligence artificielle, le modèle de langage de XAI qui appartient à Elon Musk. Donc il y a des biais idéologiques qui sont à l'œuvre et ils ne sont pas transparents et nous n'avons pas été consultés. Mais est-ce que c'est plus valable pour l'IA que pour tout choix technique dans la société française depuis très longtemps ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que le nucléaire ait été tellement discuté, par exemple. Est-ce que c'est plus le cas pour l'IA, ou est-ce que c'est plus important pour l'IA parce que c'est autre chose qu'une politique industrielle comme le nucléaire, et peut-être parce que ça va s'insérer plus intimement dans nos vies, je ne sais pas, mais enfin il me semble que c'est une vieille question, cette question de la politisation d'une politique industrielle et scientifique. Pourquoi ? Non, je vous pose la question à vous. Oui, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. En fait, moi, sur ces questions, je crois qu'il y a à la fois une grande continuité et puis un certain nombre d'effets de rupture également. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, la question de la politique industrielle et de la consultation
j'aime pas bien ce terme, mais citoyenne, disons, sur ces sujets, est une question qui vaut pour toute technologie, hein, c'est-à-dire est-ce que celle-ci fait l'objet d'un choix, d'un débat public avant d'être déployée, c'est une première chose, mais disons que ces technologies-là deviennent très vite nos milieux quotidiens. Et comme je le disais à l'instant, sont lourdes d'effets sur nos manières de penser, nos manières de voir le monde. Et tout cela se produit de manière complètement invisibilisée, parce que si vous voulez, ce sont des objets qui sont très faciles, ou des services plutôt, des produits ou des services, je reprends la distinction qui est très bien faite dans la note également, des produits ou des services qui sont très faciles à utiliser, très simple d'utilisation, mais très hermétique, dont on ne comprend pas en fait comment ils fonctionnent. Et donc il y a des risques de manipulation tout à fait spécifiques à ces technologies qui sont des supports de symboles, de savoir, de mémoire, et donc qui conditionnent aussi nos esprits. Voilà, c'est comme ça. Pauline, après je posais la question à Patrick. Moi, je trouve que tu as raison et qu'en fait, le fait même que justement il y ait une prétention à la rupture, enfin, je pense que ça, c'est un discours qui est largement au service justement de la révolution de l'IA, enfin de toute la rhétorique qui va autour de la promesse de cette technologie. Donc moi, je serais plutôt justement pour revisibiliser. Je pense que c'est important de revisibiliser justement toutes les similarités qu'il y a en effet avec des histoires sociotechniques passées, justement pour pas reprendre à zéro tout ce qui a déjà été pensé et construit, notamment dans les combats contre parfois des technologies où on aurait eu envie d'avoir plus de prise justement, et de se réappuyer sur ce qui a déjà été fait et de reprendre l'histoire à partir de là. Enfin, on pense, je sais pas. Je pense aussi qu'il y a un contexte actuel, je pense à la Convention citoyenne pour le climat, où la question de la technologie était extrêmement présente, où il y a eu ce moratoire sur la 5G qui s'est fait retoquer. Enfin, on est quand même aussi dans un moment où cette question de l'exclusion de la voix citoyenne dans nos choix techniques, en tout cas, me semble plus prégnante que quand j'étais jeune, par exemple. Mais... Et Patrick, comment vous la posez, vous, la question de la démocratisation Alors, en lien avec cette question, juste une chose sur le verbe démocratiser. Okay. Il se trouve qu'on l'utilise nous-mêmes dans notre slogan, mais je pense qu'il y a une troisième signification pour les tenants de l'IA ouverte et plus généralement du logiciel libre. Ça peut être démocratiser au sens de mettre la technologie entre les mains de tous les développeurs et les entrepreneurs, par opposition à des choses qui soient vraiment derrière des portes closes, propriétaires et détenues par un petit nombre d'acteurs privés. Mais j'entends que le mot effectivement a tellement de sens qu'il peut être, il peut être galvaudé. Donc, et ça, par exemple, ça se matérialise comment dans votre travail? C'est la science ouverte, c'est ça? La science ouverte, c'est-à-dire les résultats des projets sont la connaissance, les artefacts, c'est-à-dire les modèles et les codes qui permettent d'utiliser ces modèles, voire les transformer, sont mis à disposition de tout le monde. Évidemment, ça ne s'adresse pas au plus grand public parce que c'est très technique, mais ça veut dire que des chercheurs, et en partie, entre autres, des chercheurs dans des laboratoires publics ou privés, mais disons publics en particulier, peuvent repartir de ces recherches, d'autant plus que dans certains cas, ils n'ont pas les moyens de les concevoir de zéro. Donc, je voulais préciser. Et ça, après, sur l'aspect... pourquoi ça devient plus prégnant avec l'IA que dans d'autres évolutions technologiques de politiser, de mettre ça, de mettre ce débat sur la place publique. Je pense que il y a plein de raisons, on va y venir sans doute, écologiques, etc. On a déjà un peu parlé du fait que ces technologies sont amenées vraiment à pénétrer très très fort notre vie privée et professionnelle. Mais s'agissant en particulier des modèles de langage qui sont un peu la chose qui attire beaucoup l'attention depuis 2 ans, donc les chatbots conversationnels, etc. Il y a une chose effectivement très particulière, c'est que d'une part, ils sont nourris par des corpus qui sont biaisés par des raisons souvent techniques. Alors dans le cas de Grok, je pense qu'il y a un vrai parti pris politique, mais des fois c'est essentiellement des raisons techniques. Donc je pense que des fois on peut faire des procès d'intention, mais c'est important d'ouvrir ces questions. Mais par ailleurs, ces outils vraisemblablement seront amenés à être notre interface, ou pour la plupart des gens, notre accès au savoir, on l'espère, à la connaissance et à l'information. Donc c'est pas du tout anodin comme rôle pour une technologie. Donc là, je pense que ça met cette technologie dans une situation très particulière dans le débat politique. Mais pour rester sur la technique quand même, ça voudrait dire, si j'essaye de traduire très vulgairement ce que vous venez de dire,
Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que on sait que les LLM sont appuyés sur les transformers qui sont un produit de Google. C'est quand même pas dingue de savoir ça. C'est pas mal. et en plus, c'est très bien raconté dans la note que j'ai lue cet après-midi. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'il y aurait un enjeu démocratique à créer l'équivalent non Google-esque des transformers. C'est vulgaire ce que je dis, mais... Oui, alors il se trouve que dans le cas des transformers, donc il y a un type de réseau de neurones qui sous-tend les fameux modèles de langage, ça a été inventé par une équipe de recherche à Google, à l'époque où la recherche était plus ouverte et donc ça a été publié, partagé. Mais cette recherche elle-même est arrivée sur les fonds baptismaux de toute la recherche mondiale, publique en particulier. Donc c'est pas sorti de nulle part. Donc ils ont aussi beaucoup profité et redonné à la recherche ouverte. Que la prochaine révolution technologique en IA puisse se faire juste dans des labos complètement fermés, effectivement, pour moi, est un problème. Ça, c'est possible. Ah oui, c'est plus que possible. Je pense que Google, si tu as à refaire, il ferait peut-être différemment dans la façon de partager avec tout le monde. Je pense que quand il est arrivé il y a 2 ans ChatGPT, ils se sont un peu dit peut-être que le transformer, on aurait peut-être dû le garder un peu plus pour nous. Alors, cette question de la particularité de l'IA, Anne, est-ce que par exemple, des grandes questions comme le rapport de domination qu'on pourrait avoir vis-à-vis des machines, etc. Est-ce que, par exemple, l'IA pose cette question-là de manière beaucoup plus puissante, urgente et peut-être intime aussi que ne l'ont posé d'autres technologies? Pour poursuivre ce que disait Patrick sur le fait de cette particularité quand même de cette technologie qu'est l'intelligence artificielle. Oui, alors... Disons, moi j'essaie de ne pas tellement poser les questions en termes de humain-machine pour éviter justement ces alternatives un peu, disons, déterminisme, neutralité. J'essaie de vraiment regarder un peu au cas par cas, c'est-à-dire il y a plusieurs couches et effectivement la couche dont on vient de parler ici, c'est la couche des modèles, on pourrait dire technoscientifiques d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est un terme tout à fait approprié, mais enfin voilà, moi je l'utilise parce que je ne sais pas très bien comment décrire ces objets. Et cette couche-là, effectivement, elle pose un certain nombre de questions, et ces questions de transparence qui sont fondamentales parce que, est-ce qu'on va pouvoir avancer dans la recherche collectivement, ou bien est-ce qu'on privatise la recherche, etc. Et ça, ce sont un certain nombre. Enfin voilà, ça c'est on va dire une série d'enjeux fondamentaux, à mon avis. Après, il y a une autre série d'enjeux qui est vraiment la question des usages, si je puis dire, ou des comportements que nous allons avoir avec ces dispositifs-là. Et là, vous avez toutes sortes de choses qui sont possibles, parce que aujourd'hui, si vous voulez, le problème, selon moi en tout cas, c'est que ces machines-là, qui sont faites des systèmes algorithmiques, fondés sur des calculs probabilistes, sur des quantités massives de données, fonctionnent toujours en vue je dirais, automatiser les comportements, si vous voulez. Ce qui est les usages les plus massifs, ce sont des usages qui renforcent les moyennes, qui renforcent les probabilités, où finalement on va traiter des quantités massives de données, mais on ne va pas prendre en compte les singularités, les écarts, etc. On va créer du coup du langage un peu uniformisé, un peu standardisé, même chose pour les images, chargées de toutes sortes de biais, etc. Et là, on va atteindre, si vous voulez, des effets très intimes, oui, on peut le dire comme ça. Disons qu'on va toucher à la question de l'avenir de notre milieu symbolique commun, en fait. Vous voyez ? Et ça, pour moi, c'est un très gros enjeu actuellement avec ces machines, donc, comme le rappelait Auguste et Zako tout à l'heure. Moi je propose d'appeler ces dispositifs des automates computationnels parce qu'en fait il s'agit d'une nouvelle phase d'un processus d'automatisation qui est celui de l'automatisation du langage, de l'expression, et je pense que ce sont des enjeux tout à fait nouveaux et qu'il faut poser la question, sachant qu'avec les mêmes modèles, enfin peut-être pas les mêmes, mais disons avec les mêmes nouveautés ou les mêmes développements technoscientifiques, on peut produire des outils et des services tout à fait différents. Donc voilà, je dirais il y a vraiment la question des dispositifs technoscientifiques en tant que tels, et puis ensuite des outils, des services, des produits qui sont déployés à partir de ces modèles et de leurs effets psychiques, sociaux, politiques. Et je pense, pour ma part, mais ce n'est que mon point de vue, que le développement de ces automates computationnels actuellement peut être très rapidement très dangereux d'un point de vue à la fois psychique, culturel et politique.
Voilà. Oui. Moi, j'avais envie de te poser la question de pourquoi cette question-là. Parce que nous, dans notre enquête, ce qui est ressorti quand même, c'est vraiment le problème du cadrage des problèmes de l'IA. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la question du cadrage, notamment sur le rapport humain-machine, qui est quand même la grande crainte, qui est notamment beaucoup dans les médias, qui a été véhiculée par énormément de récits, notamment médiatiques, en fait, fait le jeu aussi de l'invisibilisation de tous les autres problèmes que d'autres acteurs auraient envie de mettre en avant. Donc il me semble que c'est une question valable, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais cadrage, mais n'empêche que c'est un cadrage qui a été tellement dominant qu'il me semble qu'il a rendu inaudible toute une série d'autres enjeux, et que une des volontés qu'on avait avec le projet de recherche qui tentait d'être participatif, donc on avait environ 35 personnes qui ont participé à cette enquête, c'était de se demander quels sont les problèmes depuis vos pratiques situées qui émergent en fait dans le développement de ces technologies. Donc, il ne s'agit pas de se demander si, je ne sais pas, le développement de tel système est bien ou mal. Enfin, on n'était pas à se poser ce genre de questions, mais plutôt à se dire depuis vos endroits, depuis vos milieux, depuis les gestes et les habitudes de chacune, qu'est-ce qui vous pose souci en fait ? Et alors, qu'est-ce que vous avez émergé qui soit justement hors de ce cadre d'un rapport de domination ou pas entre l'homme et la machine ? Alors, il y a eu donc évidemment pas mal d'itérations, vous imaginez, sur 35 voix, d'essayer de thématiser un peu ce qui ressortait. La question du travail était quand même extrêmement prégnante, et on y reviendra peut-être sur des cas plus précis, mais évidemment est une grosse préoccupation la question du... Certains disent remplacement ou précarisation du travail. Enfin, il y a pas mal d'enjeux à l'endroit du travail. La question des récits, justement, quels sont les mythes et les mythologies qui sont véhiculés, et à quoi on participe en tant que praticien, praticienne, qu'est-ce que malgré nous, ou consciemment, on installe comme type de récit autour de ces technologies. Et donc là, je trouve que, d'ailleurs, dans votre introduction, je trouve ça quand même intéressant que c'est une technologie qui s'accompagne de son histoire avec ses dates ses balises, qu'elles soient temporelles, les personnalités associées, etc. Et on sait bien qu'a priori ça invisibilise aussi pas mal de choses et que cette histoire-là, elle est construite, quoi. Donc c'est aussi intéressant d'essayer de la déconstruire, notamment en regardant dans la réalité concrète des praticiens et praticiennes, ça se déploie comment en fait, ces histoires-là, ça passe par quoi, ça s'installe comment, quelles sont les irréversibilités qui à un moment en effet arrivent et puis là il n'y a plus de retour en arrière, etc. La question de la légitimité démocratique des choix techniques, on en a parlé, c'est posé. La capacité d'agir, là ça rejoint un peu ce que tu disais. Comment est-ce que, à la fois individuellement et collectivement, on retrouve de la capacité d'agir quand ces systèmes se déploient. Et évidemment la question écologique, mais prise. Et là c'était intéressant parce que ça a donné lieu à des dialogues entre praticiens et praticiennes sur cette question de l'écologie, ou des trois écologies, si on veut reprendre les trois écologies de Guattari, avec cette idée qu'on ne peut pas séparer l'environnement, les préoccupations environnementales, les préoccupations sociales et les préoccupations psychiques. Et qu'il faut prendre que l'écologie comprend ces trois composantes en fait. Alors, Patrick, en écho à tout ça, j'aimerais comprendre comment... Dans votre cas particulier, va se décider ce sur quoi vous allez travailler, ce que vous allez développer, etc. Vous avez fait un choix, vous avez développé le premier outil qu'on a vu de vous, c'est Moshi, qui est un outil de speech-to-speech. Quand on voit la composition de l'équipe de départ de QTI, on voit que c'était déjà très orienté, il y avait des spécialistes de la voix, etc. Comment ça se décide, ça ? Pourquoi on décide de faire ça ? Alors il y a différentes raisons. Alors c'est effectivement le premier projet qui nous a occupé 6 bons mois depuis janvier jusqu'au début à l'été, c'est qu'on continue à développer. C'est donc une IA vocale. C'est pas un produit d'ailleurs, c'est vraiment un proto. Non, mais c'est vraiment un proto de recherche qui vraiment cherche à explorer justement les limites technologiques actuelles et les repousser de l'interaction par la voix, avec l'idée quand même que si on considère qu'avoir des interfaces homme-machine les plus naturelles possibles est dans pas mal d'usages une bonne idée,
comment on fait pour la voix, là où le texte a fait des progrès, l'interface textuelle a fait des progrès monstrueux en un petit nombre d'années, c'était pas tellement le cas dans l'interface vocale. On sait tous, non, moi même pas d'ailleurs, beaucoup de gens se sont énervés avec des enceintes connectées absurdes, par exemple, ou des GPS mal lunés, mais l'interaction est assez pauvre, donc on a essayé de comprendre pourquoi, et comme dans l'équipe effectivement on avait les compétences, certaines des compétences nécessaires pour ça, on a décidé de creuser ça et de mettre au point une IA, donc un réseau de neurones qui permet de discuter de façon plus naturelle que l'état de l'art. En l'occurrence, il n'y a pas de tour de parole, l'IA peut couper l'utilisateur et réciproquement. Super. Elle peut même être assez... Mais c'est ça l'interaction, quand même, humaine y compris. Non, mais c'est une des raisons de la pauvreté de l'interaction par la voix, jusqu'à présent, c'est qu'il fallait avoir un tour de parole et qu'on perdait une grande partie de ce qu'on appelle le paralinguistique, c'est-à-dire toutes les choses qui sont dans la prosodie, l'accent, etc., qui sont vraiment importantes dans l'interaction personne-personne. Donc ça nous paraissait important. Après, on réfléchit évidemment à des cas d'usage. Il y en a qui nous plaisent pas, donc on essaye de ne pas mettre en avant. Alors justement, mais ça c'est hyper intéressant, parce que justement je voulais que vous réagissiez en fonction de tout ce qui a été dit par Anne et Pauline. C'est-à-dire comment vous intégrez ces questions qui sont, je sais pas, celles du milieu, c'est-à-dire qu'en fait en créant quelque chose qui n'est pas un produit, mais en créant ça, quel milieu je crée, quel rapport à la machine je crée quand elle commence à me couper, par exemple. Et on peut aller jusqu'à la question écologique, aux trois sens de l'écologie, puisqu'on peut poser la question écologique, donc quel rapport psychique ça crée, enfin voilà, mais aussi, je ne sais pas, qu'est-ce que ça nécessite comme puissance de calcul, est-ce que je fais gaffe à ça aussi? J'en sais quelle dépendance écologique, voilà. Comment vous intégrez tout ça? Sur l'expérience de l'interaction de machine dans un cadre nouveau que celui de l'interaction vocale naturelle, effectivement c'est assez intéressant de voir ce qui se passe, et je pense que moi j'ai discuté il y a pas très longtemps aux entretiens de Royaumont et avec une chercheuse de l'INRIA qui s'appelle Justine Cassel. Elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait aussi quand on s'en sert comme outil pour l'enseignement avec des enfants. Donc il y a des choses que moi je trouve intéressantes, mais effectivement ça change, même pour nous chercheurs qui avons créé cette IA, quand elle a commencé vraiment, on a pu vraiment lui parler de façon naturelle, c'est assez troublant. Donc ce trouble, moi je le trouve intéressant en l'occurrence. Après, il faut être soigneux avec ce qu'on en fait. Alors je passe un peu du coq à l'âne, mais sur l'aspect coût énergétique, s'agissant donc d'un laboratoire à but non lucratif et par ailleurs qui a des moyens très importants mais qui sont limités, donc il y a aussi une raison un petit peu contextuelle ou contingence. On est plutôt sur des petits modèles et on va vers des modèles encore plus petits désormais qui peuvent tourner sur un téléphone portable. Ce qui veut dire qu'en tout cas, à l'usage, c'est plus économe, c'est plus frugal. Après, il y a la partie entraînement, on en parlera peut-être après, mais pour concevoir une IA vraiment polyvalente et de grande capacité, ça demande effectivement beaucoup de puissance de calcul pour faire cette phase préliminaire. Ouais, alors je propose que tous les quatre, nous arrêtons de dire qu'on va en parler après, puisque après est déjà maintenant. En fait, il est déjà... Mais non, mais c'est juste pour revenir sur la question que vous avez dit tout à l'heure, quand vous dites « il y a des usages, tout à coup, on se dit ça nous plaît pas beaucoup », vous pensez à quoi? Écoutez, je pense que ceux qui ont vu le film Heure, qui est très bon et qui était assez visionnaire il y a une dizaine d'années. Ouais, c'est 2013, je crois. Comment? C'est 2013, je crois. 2013, voilà, et qui est un très beau film, moi je trouve, et que j'ai vu que récemment. On voit bien des côtés potentiellement problématiques d'IA de plus en plus humanisés, en fait, et donc ce côté que ça devienne un compagnon affectif et que ça puisse remplacer d'autres relations, en fait. Donc ça, c'est un usage effectivement qui me paraît pas très chouette, ou pour des choses beaucoup plus pragmatiques, avoir des IA qui servent à des centres d'appel. Moi, ça m'excite pas tellement, en fait. En fait, c'est intéressant ce que vous dites. Vous voulez pas, alors je ne veux pas me remettre dans un cadre de séparation en machine et tout, mais c'est intéressant ce que dit Patrick de garder l'altérité. Préserver l'altérité, c'est étrange comme but. Enfin, pas comme but, mais je veux dire comme souci. Non? Ça vous... Moi, je pense que c'est bien qu'on sache qu'on parlait de machine. Et puis, c'est bien de comprendre comment marche cette machine. Donc, c'est aussi bien de faire de la pédagogie.
Ça contribue aussi au débat dont on parlait précédemment. C'est une techno, donc c'est bien que les gens aient une compréhension moins superficielle que ce que c'est le cas à l'heure actuelle. Mais ça, est-ce que alors pour le coup, si on s'intéresse à la question de l'IA en termes de rupture ou pas, etc., est-ce que là, pour le coup, il n'y a pas quelque chose quand même qui est très différent? Est-ce qu'on comprend vraiment comment ça marche? Enfin, je veux dire, alors je vais poser la question différemment. Jusqu'où est possible l'explicabilité, par exemple, d'un modèle? Et du coup, est-ce qu'on peut discuter collectivement, vraiment, de ces modèles-là, dans la mesure où on a une grande difficulté à comprendre pourquoi le résultat a été donné, pourquoi le résultat donné a été celui-là? Je ne sais pas si vous avez... Peut-être sur l'explicabilité, je pense que Patrick sera mieux placé, mais je veux bien rebondir ensuite. On discutera à partir de vous. En 2 mots, enfin, faut faire attention quand on dit c'est une boîte noire, c'est opaque. En fait, on sait exactement comment ça marche. Là où c'est compliqué, c'est qu'un grand modèle de langage, il y a à peu près autant de paramètres qui ont été fixés mathématiquement qu'il y a de connexions dans un cerveau. Donc ça fait un très grand nombre. Et de la même façon qu'on ne sait pas dire quelle connexion dans le cerveau fait quoi, dans un grand réseau de neurones qui est composé de plusieurs milliards ou dizaines ou centaines de milliards de paramètres, on a du mal à analyser finement ce que fait chacun et a fortiori à prévoir ce qui va se passer étant donné une entrée qui peut être en plus, s'agissant de la parole ou du texte, à peu près tout et n'importe quoi. Donc c'est là où c'est compliqué, même pour le praticien, de savoir ce qui va se passer. Anne, peut-être... Oui, effectivement, je pense qu'on peut comprendre les grands principes selon lesquels ça fonctionne. Même si c'est pas évident, moi j'essaye de faire un travail un peu là-dessus pour moi-même. Je dis pas que c'est facile, mais enfin en tout cas c'est très intéressant, vraiment. Mais c'est absolument passionnant. Donc, et je pense que malheureusement, la plupart des dispositifs, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi j'avais parlé dans un de mes livres à ce sujet du risque de l'automatisation de l'altérité, précisément, en disant que on était face à quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire que on automatise la relation à l'autre. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose... C'est-à-dire par exemple, dans le cas des chatbots dont nous parlions à l'instant, si vous voulez, nous anthropomorphisons la machine, donc nous croyons que nous avons affaire à quelqu'un d'autre que nous-mêmes, et en fait, il n'y a pas d'autre. Parce que, et précisément, la plupart du temps, elles sont conçues pour, si vous voulez, répondre de manière très adaptée, très personnalisée, ne jamais résister. Donc, on ne fait pas l'expérience de la résistance du réel, en fait. Ça, c'est potentiellement très dangereux, parce que c'est, si vous voulez, faire l'expérience de la résistance du réel, c'est quelque chose de très fondamental au niveau du développement psychique. Apprendre que je ne fusionne pas, qu'il y a moi et le monde, voilà, ça se joue de manière très précoce, si je puis dire. Et donc, ce sont tous ces processus-là qui sont, si je puis dire, un peu éliminés. Enfin, en tout cas, il y a une tendance à travers l'usage de ce qu'on appelle aujourd'hui les agents conversationnels ou les assistants vocaux, mais ce sont encore une fois des termes anthropomorphiques qui sont tout à fait trompeurs et qui nous masquent le fonctionnement de ces technologies. Et si vous voulez, là où je suis un petit peu choquée, c'est quand certains concepteurs, et c'est précisément tout à fait différent de ce dont parlait Patrick à l'instant, visent ce leurre. C'est-à-dire que, et là on en a parlé dans un autre livre que j'ai coécrit avec Gaël Giraud, c'est l'introduction, si vous voulez, on déploie un peu des réflexions à ce sujet. Moi j'ai été frappée assez vite, quand on demande à ChatGPT « Es-tu un humain ?» il nous répond « Non, je suis une machine ». Oui, mais il dit « je ». Vous comprenez? Et donc quelqu'un qui dit « je », traditionnellement le « je », et le terme qui, dans notre langue, il y a des langues où il n'y a pas de jeu, par exemple. Bon, mais c'est une autre problématique, disons, ça c'est la problématique de la diversité linguistique. Mais dans notre langue, le jeu renvoie à une forme d'expérience réflexive à soi-même, si vous voulez, à la capacité de s'auto-désigner, en fait. Et c'est cette capacité-là qui, historiquement, conditionne un petit peu l'expérience de la subjectivité de l'autre d'une certaine manière. Nous avons affaire à un sujet capable de s'auto-désigner, de dire « je », etc., de se poser comme sujet de ses actions, de ses pensées. Et donc, pourquoi
dit-il, je. Et donc on a fait l'expérience récemment avec, une étudiante a fait l'expérience dans un de mes cours d'un dialogue avec ChatGPT, et c'était tout à fait contradictoire et hallucinant. C'est-à-dire que à la fois la machine disait je ne suis pas une machine, je ne peux pas comprendre ce que tu dis, mais confie-toi à moi, je t'apporterai du réconfort. Non mais vraiment, je veux dire, il y avait et donc je pense que de cette manière-là, on peut rendre les personnes qui sont dans des situations de fragilité, de besoin d'altérité justement, on peut les rendre vraiment folles en fait. Et c'est très irresponsable de développer ce type de dispositif-là. Voilà. Bah, alors pour aller dans le même sens, on m'a raconté une anecdote récemment d'une étude qui est sortie donc dans le milieu hospitalier. Ils ont demandé, les personnes appelant un hôpital par exemple tombent sur une IA en fait. Et visiblement, le taux de satisfaction de parler à une IA plutôt qu'à un humain était plus élevé. Donc les gens préféraient parler à une IA, notamment par rapport à ce que tu disais sur le fait que l'IA, elle ne se met jamais en colère, elle réoriente avec bienveillance. Et donc c'est très troublant, je trouve, comme résultat d'études. Donc en effet, je trouve que cette question de l'altérité est vraiment problématique et intéressante. Après, peut-être que c'est aussi un des sujets... et un des problèmes de ce cadrage de cet objet IA, qui est un problème qu'on retrouve, ça va de la régulation de l'IA Act européen, donc de prendre cet objet comme un tout. Là, en fait, il y a plein de systèmes d'IA différents, il y a plein d'IA différentes, et elles ont des fonctions objectives pour y revenir très différentes, et donc ce problème-là ne se posera peut-être pas dans 90% des cas. Je veux dire, et c'est dommage en fait. Et il ne se pose pas dans 90% des, sans doute même plus, voilà, mais l'usage de l'IA. Donc ce serait intéressant de peut-être penser des prises qui répondent au type de problématiques que ça soulève. En effet, quand il s'agit du coup d'automates vocaux ou de chatbots, c'est un vrai problème. Quand il s'agit de détecter, je ne sais pas, l'occupation des sols, peut-être moins en fait. Voilà. Mais on pourrait décider d'interdire l'usage de jeux dans l'IA conversationnelle. Est-ce que ce serait possible d'aller jusque-là dans la régulation ? Si je pense à ChatGPT, il y a déjà énormément de règles mises par les concepteurs pour interdire un certain nombre de termes, de réponses, etc. Donc... Il y a un problème technique quand même. En fait, il n'y a rien qui est codé en dur. Pardon, il n'y a rien qui est codé en dur dans une IA, dans un grand modèle de langage. On ne peut pas lui dire de ne pas utiliser tel ou tel mot. Il est entraîné sur tout Internet. Et cette phase de pré-entraînement, une fois qu'elle est faite, c'est très dur de lui faire oublier comment parler à la première personne, non, sérieusement. C'est vrai, on ne peut pas empêcher ChatGPT de dire « je ». Non, autrement... Mais c'est dingue. Mais parce qu'il est en train de générer du langage humain tel qu'il a vu sur Internet. C'est ça la raison. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est entourer cette IA-là, ce qui est déjà fait pour des raisons de sécurité, de certaines couches de sécurité qui empêchent certaines choses que dit l'utilisateur d'arriver à l'IA ou certaines choses que produit l'IA d'arriver à l'utilisateur. Mais fondamentalement, on ne peut pas forcer un réseau de neurones de cette taille-là à faire une chose en particulier une fois qu'il est déployé. On peut faire tous les efforts pour qu'il aille plutôt vers des comportements sûrs, utiles, amicaux, un peu chiants même dans le cas de certaines IA, mais le forcer vraiment à ne pas dire certaines choses ou en dire certaines à l'intérieur de l'IA, techniquement, c'est pas faisable. Puis il y a aussi toute une industrie quand même de ces chatbots et de ces compagnons virtuels. Je sais que c'est pas très répandu forcément dans nos sociétés, mais enfin ça va quand même très très vite. Il y a toutes sortes de gadgets comme ça qui se développent, et on a le même type de gadget dans le champ des thérapeutes virtuels aussi. Donc là encore, ça pose la question vraiment de l'automatisation de l'amitié, de la thérapie psychologique, etc. Enfin moi je le vois un peu comme ça. Enfin c'est un risque en tout cas. Et c'est pas du tout nouveau en fait ce modèle. Je le dis parce que si vous voulez, on retrouve des traces de ce modèle dès les années 60 en fait. Avec déjà il y a tout l'article de Alan Turing autour du jeu de l'imitation, qui est très complexe, enfin je veux dire, qui est très ambivalent sur la question, donc je ne vais pas développer. Mais en 65, il y a ce fameux dispositif ELISA, vous savez, qui est développé, qui ne fonctionne pas du tout sur la base de l'intelligence artificielle connexionniste, donc sur les gros modèles de langage que nous connaissons actuellement, mais qui simule en fait,
si vous voulez, les réponses d'un psychologue, quoi, d'un thérapeute. Donc dès que vous dites un mot, par exemple, mon père, ma fille, etc., la machine vous dit parle-moi de ta famille, etc. Bon, vous voyez. Donc, et tout ça, c'est basé sur certaines théories psychologiques et pas d'autres. Donc, certaines manières. Vous voyez, encore une fois, la question des biais et des idéologies, elle se pose toujours. Donc, et puis la question aussi de l'automatisation et en particulier de l'automatisation des activités qui requièrent de l'interprétation et une attention à la singularité. Et ça, je pense que c'est très important de le garder en tête. On a tout intérêt, à mon avis, à faire une place dans ces systèmes pour la singularité, pour l'interprétation et à ne pas s'orienter vers des calculs automatisés remplaçant des activités singulières d'interprétation. Je pense qu'il y a d'autres paradigmes qui existent. Et à quelle heure on doit libérer la salle ? 21h15. Non, 21h15, ok. Bon, on peut encore poser quelques questions avant d'ouvrir la... Ce serait quoi les bons lieux et les bonnes manières de discuter de ça collectivement ? Avant même de se demander quels seraient par exemple les bons modèles de gouvernance, est-ce qu'il faudrait des communs numériques, etc. Ce qui est une autre question passionnante par ailleurs. Mais ce serait quoi les bons lieux? Alors, tu as nommé la Convention citoyenne pour le climat. On ne peut pas dire que c'est donné des résultats de ouf. Enfin, la Convention était intéressante parce qu'on a été fait politiquement, c'était quand même pas grand-chose. Donc, du coup, alors on sait qu'il y a eu des débats qui ont été des débats citoyens qui ont été organisés sur des questions type les nanoparticules ou etc. Ça n'a pas donné des résultats non plus qui étaient très passionnants. Et donc, du coup, quels seraient les types de dispositifs dans lesquels on pourrait parler de ça, eu égard par ailleurs à la complexité de la question. Qu'est-ce que vous imagineriez? Qu'est-ce qui serait désirable? Qu'est-ce que vous, par exemple, en tant que personne qui fabrique ça, vous seriez prêt? Avec quel type d'institution, d'organe vous serez prêt à discuter? Non, mais nous, on ne va pas vous dire Patrick, maintenant tu vas arrêter Moshi et tu vas faire ça. On ne peut pas vous dire ça. J'ai fait beaucoup ça cette année aussi. Non, mais je pense que la question est difficile. Je pense qu'il y a toutes sortes de forums et de circonstances. Il y a aussi les médias eux-mêmes. Alors, il y a des très bons, des très bons passeurs. Je pense que c'est important que les médias de qualité, qui sont par ailleurs peut-être un peu secoués par ce qui se passe, mais c'est une autre question, ouvrent leurs pages et leurs ondes à effectivement un discours qui est quand même qui vulgarise, qui peut démythifier certains aspects quand même de l'IA. Je pense qu'il y a certaines des peurs qui sont peut-être pas très... qui sont un peu surévaluées. Mais après, au niveau politique, il y a eu pas mal de consultations pour la réglementation européenne, mais puis là, on rentre dans les arcanes quand même de la politique et de la régulation. Donc, je ne sais pas, j'ai pas de réponse magique là. Non, bien sûr, non, mais j'imagine bien que vous n'avez pas de réponse magique, mais des éléments de réflexion. Je ne sais pas, Anne, vous voulez, et puis après Pauline. Oui, alors moi je peux rebondir sur les quelques pistes qu'on avait essayé de donner dans les rapports du Conseil national du numérique, notamment sur la question de l'éducation aux technologies, aux médias aussi, parce que les deux vont un peu ensemble. C'est encore une de ces fameuses nouveautés de l'IA, c'est que c'est à la fois une industrie et à la fois un nouveau milieu médiatique. Donc ça pose toutes sortes de questions qu'il est parfois difficile d'articuler. Et donc là, je pense que, si vous voulez, on a un grand retard parce que ces questions, l'histoire des technologies, l'anthropologie des techniques, etc., est très peu enseignée en fait dans les programmes scolaires, n'a pas vraiment de place. L'éducation aux médias aussi lutte difficilement pour se faire une petite place, alors que ce sont devenues des disciplines fondamentales aujourd'hui. Si on veut comprendre, si on considère si on considère que le fait d'être citoyen passe tout de même par le fait de comprendre un petit peu comment fonctionnent nos environnements informationnels, par exemple, eh bien, on est obligé de comprendre ce que c'est qu'un algorithme, on est obligé de comprendre, voilà. Donc je pense que là, on a vraiment beaucoup de marge de manœuvre, si je puis dire. Et on peut le faire aussi en ouvrant un petit peu les institutions scolaires avec leur dehors, alors éventuellement avec certaines entreprises qui ont envie de venir, mais aussi avec des associations. La société civile est très active à ce sujet. Il y a des associations aussi pour la protection des droits, etc., des libertés sur Internet. Donc tout cela, à mon avis, gagnerait vraiment à être renforcé. Et par ailleurs, donc moi j'avais participé avec le philosophe Bernard Stiegler à des projets de recherche contributive, où là on essayait vraiment de penser, si vous voulez, de mettre en lien des chercheurs
académiques cette fois-ci, mais pas des chercheurs, disons, de sciences dures, mais aussi de sciences humaines, de sciences sociales, avec des entrepreneurs ou des acteurs économiques territoriaux et on va dire, des citoyens et des professionnels aussi, pour vraiment cibler, par exemple, je suis psychologue, je suis face à un nouveau problème parce que les personnes qui viennent me voir parlent avec leurs amis, compagnons ou compagnes virtuelles, et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça fait à la psyché qui est mon objet d'étude, mon objet de pensée, mon objet de soin? Et pour ça, si vous voulez, il faut faire communiquer des mondes qui ne communiquent pas. Et ça, c'était vraiment l'objectif de ce que Bernard Stiegler appelait la recherche contributive, avec une finalité qui était évidemment un peu idéaliste, qui n'a jamais pu, se concrétiser, mais qui était vraiment de faire en sorte que les citoyens puissent prendre part aux décisions, si vous voulez, qui conditionnent l'avenir de leurs environnements industriels et informationnels. Donc je pense que c'est des pistes vraiment porteuses d'avenir. Oui, moi de la même manière, et puis c'est vrai que l'histoire des sciences et des techniques montre que, en effet, la participation publique, ça ne marche pas très bien. Et je crois beaucoup, alors moi je ne dirais pas la participation des citoyens, mais je crois beaucoup à la participation des praticiens, je tiens à ce terme, c'est-à-dire à des personnes qui en effet sont situées dans le problème qu'elles font remonter. Donc tu parlais d'un psychologue par exemple, etc. Donc c'est depuis quel endroit, depuis quelle pratique j'ai un souci concret, je peux documenter une situation réelle aussi, parce qu'il y a énormément quand même, c'est quand même récent que les médias commencent à parler un peu et documentent des situations dans lesquelles il y a des systèmes algorithmiques qui se déploient. Mais en fait, jusqu'à très tard, peut-être ChatGPT, grosso modo, on n'avait pas de description des situations réelles. En fait, on avait des projections, des craintes, des promesses, mais on avait très peu de cas, quoi. Donc je pense que déjà il y a un travail énorme d'enquête, et là en effet tout le monde peut le faire, en fait, de dire c'est quoi, ça peut être à l'échelle individuelle, à une échelle collective. Je crois beaucoup aux situations de travail quand même, je pense que dans le travail il se déploie beaucoup de systèmes, et l'intégration de ces systèmes déplace les chaînes de travail et font quand même pas mal de dégâts. Des cas que j'ai pu étudier, c'est quand même assez préoccupant en fait ce que ça génère. Donc je crois aussi beaucoup aux alliances avec les syndicats. Je pense que d'apprendre, d'avoir des outils aussi pour les organisations syndicales, qu'elles puissent faire, documenter. Ils s'intéressent ? Alors ils s'y intéressent beaucoup, ça leur fait très peur. Est-ce qu'ils s'y intéressent de la bonne manière ? Il y a des initiatives, ils essayent d'en discuter, mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Il y a une sorte pour ce que j'ai pu en voir, participer à quelques réunions interorganisations, il y a quand même une sorte disons que la promesse sociotechnique et cette idée d'un sens de l'histoire, que l'IA va arriver, que de toute façon c'est là et qu'on va devoir faire avec, est hyper présent. Et moi je me pose beaucoup la question de comment ça se fait qu'on n'ait pas plus de résistance à cet endroit-là, de se dire en fait il y a des endroits où peut-être on n'a pas envie que ça se développe, c'est pas pertinent, où il y a trop de risques. Et en fait il y a vraiment je crois que la rhétorique est tellement forte, que ce soit de dire que économiquement, géopolitiquement, que la course à l'IA est là et qu'il faut y aller, quoi. Et puis les politiques industrielles ont été largement aussi lancées. Donc il y a plein d'investissements qui ont été consentis, d'infrastructures qui existent. Donc il y a comme pas le message de se dire qu'à certains endroits on pourrait résister est pas très audible. Donc ça c'est une première interrogation que j'ai. Et puis après, peut-être outillé sur comment est-ce qu'on fait des enquêtes précises à partir de cas, dans lesquels on arrive aussi à retracer toute la chaîne sociotechnique, parce que le problème aussi des systèmes d'IA, c'est qu'ils sont, c'est gigantesque si on essaye de décrire ce que c'est. Je vous invite, il y a des personnes qui se sont essayées à faire des cartographies un peu si on essaye de retracer que ce soit les données qui rentrent dans le système, qui annote ces données, comment elles sont entraînées ensuite, comment elles sont tout le côté conception des fonctions objectifs et de toute la machine et de toutes les mathématiques qui vont avec, mais après leur intégration, qu'est-ce que ça déplace dans les chaînes de travail, quelles interfaces sont utilisées, etc. Enfin, ça fait des chaînes sociotechniques avec des intermédiations dans tous les sens. Et ne serait-ce que d'écrire ça permet, il me semble, déjà de créer ces mondes un peu composites dont tu parles, et je pense qu'on en a vraiment besoin. C'est-à-dire que des gens de milieux très différents commencent à se mettre autour de la table en disant « mais j'avais pas du tout idée que ça pouvait avoir tel type d'effet ». Et en fait, c'est là que des discussions, il me semble, génératives, intelligentes, pas clivantes nécessairement, parce qu'on a tous le même souci, en fait, pourraient émerger. Donc je crois beaucoup au design participatif.
C'est peut-être un biais aussi de formation. Mais voilà, donc dans des situations concrètes, de se mettre autour de la table à plusieurs pour d'abord décrire, cadrer les problèmes collectivement et s'y atteler collectivement. Bon, il y aurait 1000 questions encore à poser. On a balayé hyper vite en disant à chaque fois qu'on en parlerait plus tard sans le faire. Mais quand même, comme il nous reste 25 minutes, je propose quand même qu'on ouvre les questions. On en a plein des questions, on peut continuer à discuter, hein, mais c'est quand même important que vous posiez les questions ou réagissiez ou contredisiez, voire ce qui a été raconté. Donc Auguste se promène avec un micro. Oui, complètement. On va faire passer un micro. Vous pouvez poser 2 questions, puis après, les intervenants peuvent répondre et on va faire un aller-retour comme ça. Donc, n'hésitez pas. Oui, bonjour, merci. Moi, je voudrais réagir sur la prévention sur l'IA et les robots sociaux. Donc, j'ai vu une démonstration sur un robot social qui s'appelle Buddy. Et quand on dit effectivement préserver l'altérité, moi je dis qu'effectivement ce robot social il va aider des personnes âgées, Alzheimer, etc. avec une patience infinie, une bienveillance que les soignants n'ont plus parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc je pense qu'avant de condamner effectivement l'IA en tant que, on va dire, compagnon social, le principal c'est quand même que la personne en question soit bien consciente que c'est pas un humain. Hein. Bon, je pense que ça se voit, mais je pense qu'il y a un vrai apport des robots sociaux animés par l'IA, parce qu'effectivement, encore une fois, ils ont une patience infinie. Un Alzheimer a posé 10 fois la même question en 10 minutes, et il va répondre avec une infinie patience. Donc je pense qu'il faut... L'analyse est complexe parce qu'on peut condamner un usage, et donc il faut vraiment regarder les situations de façon assez approfondie. Et je voulais juste dire une chose. À un moment, on parlait de la démocratisation, hein, donc la voiture s'est démocratisée sans consulter qui que ce soit, hein, la machine à laver, l'ordinateur, les moteurs de recherche. Robert et Raymond Bidochon s'en servent tous les jours et ils se foutent totalement de la façon dont ça fonctionne d'ailleurs. Et ils n'ont peut-être pas du tout envie ni la compétence de participer à se demander comment on pourrait les améliorer. Enfin voilà, c'était juste une réflexion par rapport à ce que vous dites sur l'IA, à savoir, il faudrait qu'on se pose la question et que les citoyens se posent la question de l'usage qu'ils veulent en faire et de comment ça doit marcher. Je ne pense pas que tout le monde ait envie d'ouvrir le capot. Alors, il y a deux questions. Est-ce que vous voulez en prendre une ? Oui, elles sont toutes les deux énormes, donc je vais pas pouvoir répondre. Après, je pense que pour des raisons que j'ai un tout petit peu évoquées, mais trop rapidement, il est selon moi, encore une fois, fallacieux de comparer l'IA aujourd'hui telle qu'elle se déploie à une machine à laver ou à un four à micro-ondes. Je pense que vraiment, on est face à quelque chose qui n'a rien à voir d'un point de vue anthropologique. Je pourrais éventuellement y revenir un peu plus précisément, mais enfin, je voudrais plutôt parler de l'autre question qui me semble importante également. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans des questions philosophiques de savoir si, par exemple, un robot peut être patient. Par exemple, vous voyez, parce que là, ça nous amène à des questions. Pour être patient, il faut avoir une certaine attention au monde, une certaine conscience, une certaine perception de l'autre. Et précisément, moi, je crois que tout ça relève d'une anthropomorphisation de la machine. Hein. Donc, mais c'est pas vraiment le point sur lequel je voudrais insister. Je voudrais juste dire que ma position, quand j'ai un regard critique à l'égard de ces technologies-là, pour être sûr de ne pas avoir été mal comprise, c'est pas une position technophobe ou contre l'IA. Par exemple, je travaille avec une chercheuse qui est doctorante actuellement, qui travaille dans un EHPAD avec une IA générative qu'elle a nourrie avec les propos des personnes âgées qui perdent la mémoire. Donc c'est pas du tout ChatGPT, c'est pas c'est une IA c'est un modèle par contre qui était ouvert, hein, comme on l'a dit à l'instant, et c'est pour ça qu'elle a pu l'utiliser. Donc des chercheurs ont pu s'en emparer pour créer des usages qui sont tout à fait alternatifs de ceux que nous propose ChatGPT ou les Buddy, Friend, etc. Parce qu'ils ont tous des noms très originaux, vous voyez, c'est Buddy, Friend ou ce genre de choses. Et donc, le point important ici, c'est que la technologie est un milieu
de socialisation, si vous voulez. Et donc, l'IA, donc les personnes qui n'arrivent plus à se raconter elles-mêmes, parce que c'est ça aussi, perdre la mémoire, c'est perdre la capacité de faire un récit de soi, grâce à ces dispositifs qui servent une sorte de prothèse, si vous voulez, de prothèse linguistique, vont leur permettre de retrouver une forme de capacité à agir, comme on disait tout à l'heure, et de se retrouver aussi peut-être elles-mêmes, mais avec quelqu'un, une chercheuse en l'occurrence, qui travaille sur ces questions de manière très profonde et complexe, et qui les entoure, qui les encadre. Et là, on est face à, si vous voulez, l'usage est socialisant, si je puis dire. Et donc voilà, je crois que ce sont ce type de questions qui sont très importantes. C'est est-ce que la technologie vient prendre la place d'un autre ? On a l'habitude de dire humain, ou pensant, ou conscient, mais en réalité, on ne sait pas très bien ce qu'on veut dire la plupart du temps quand on utilise ces termes. Et puis, ou bien si la technologie vient servir de milieu de socialisation et de soins. Voilà. Et donc c'était pour montrer un peu un contre-exemple qui suggère que voilà, la position critique n'est pas forcément une position technophobe, qu'on peut avoir aussi une grande attention aux pratiques techniques et à la manière dont sont nourris les modèles, dont est pensée la technologie et le dispositif social au sein duquel elle est intégrée. Voilà. Est-ce que oui. Peut-être pour répondre à l'autre question et puis tirer sur le même clou, mais avec un prisme d'économie politique, là quand même. Moi, il me semble que, je ne sais pas si on parle de la voiture, on ne parle plus de la même voiture en 2024 qu'en 1950. Quoi. On n'est plus du tout dans les mêmes économies, on n'est plus du tout dans le même... Et il me semble que pour les systèmes dont on parle, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'ils se développent de manière ouverte, si on comprend un peu, tout le monde s'y intéressera pas, mais si on a la possibilité de les ajuster, de les modifier, etc., c'est très bien. Mais si on est dépendant de services payants qui vont nous enfermer dans des usages prescrits, ben, en fait, c'est pas du tout satisfaisant. Donc voilà, je pense qu'il faut pas oublier aussi dans quel type d'infrastructure, à la fois technique, mais surtout économique. On n'a pas dit une seule fois le mot capitalisme quand même depuis le début de la séance. Or, c'est quand même peut-être dans les problèmes premiers voilà, du développement de l'IA, quand même, son inscription économique est extrêmement problématique. Et donc, voilà, sur la question du type de service, voilà, faire attention à ça. Sachant que ces IA qui sont beaucoup plus attentionnées et patientes, elles sont aussi beaucoup plus intéressantes parce qu'elles ne font pas grève, elles ne demandent pas d'augmentation de salaire, etc. Voilà. Pour reboucler avec la question du capitalisme qui évidemment se situe. Patrick, vous êtes le seul à ne pas avoir prononcé le mot capitalisme, mais enfin à le faire. Non, j'ai parlé de ciblage publicitaire, de tech, donc ça y était. Non, mais c'est bon, par ailleurs, l'IA ne s'endort pas au volant, ne boit pas au volant, etc. Donc on peut décliner aussi des avantages, mais c'est quand même important. Je pense que on est tous autour de cette table, j'espère, même si la tonalité est un peu... Anticapitaliste, c'est ça, vous voulez dire? Non, j'avais pas dit. Enfin, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à faire avancer la science et la technique sur l'IA. En tout cas, moi, je ne ferais pas ce métier si je n'en avais pas la conviction. Et évidemment, on en a peu parlé, mais les cas d'usage, les domaines entiers d'usage bénéfiques sont... Enfin, il y a des promesses vraiment passionnantes et qui sont justement pas tant liées à l'IA qui est liée aux capacités humaines et qui fait que en plus le nom intelligence artificielle est un nom qui est trompeur, mais quand l'IA qui est un formidable outil d'optimisation permet de concevoir des nouveaux médicaments, des nouveaux matériaux, etc. Et ça c'est une réalité à l'heure actuelle, ou dans les industries de concevoir des nouvelles pièces plus économes, plus légères, plus recyclables, que sais-je. Un accélérateur, mais c'est plus qu'un accélérateur, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, malgré tout, le savoir-faire des médecins, des ingénieurs, etc. Ça, c'est vraiment intéressant aussi de garder ça à l'esprit. C'est pas complètement anodin si le prix Nobel de chimie a été décerné cette année à quelqu'un qui fait de l'IA et qui a fait des très belles choses avec ses équipes, bien sûr, autour justement du repliement des protéines. Donc j'aimerais aussi qu'on puisse quitter la salle ce soir en ayant ça à l'esprit. Merci. Madame. Merci pour ces échanges passionnants. Moi, il y a une chose qui me préoccupe et pour le coup, c'est une question qui n'a pas été abordée et je trouve que c'est assez inquiétant. C'est la manière dont finalement les réseaux sociaux utilisent les contenus pour récupérer les datas et que finalement ce fonctionnement, c'est-à-dire la récupération des contenus pour récupérer les datas, permet de financer des outils digitaux, donc on s'y retrouve quand on travaille dans le digital, mais qui va dévaloriser profondément
les contenus. Et on le voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus payer pour des choses qui sont issues d'un travail et issues d'une réflexion. On ne paye plus pour un article, on va le regarder sur Internet. On ne veut plus payer pour des choses qui sont de l'ordre d'une réflexion, un vrai travail, et qui pourtant sont utiles, parce qu'on a besoin d'esprit critique, on est une société qui a besoin d'esprit critique. Et il y a finalement une question qu'on peut se poser quand on voit qu'un data scientist junior va gagner 60K alors qu'un journaliste va gagner beaucoup moins et avec un travail qui demande beaucoup de rigueur et beaucoup de... Donc il y a une question économique. Et finalement, on l'aborde assez peu, cette question économique, et pourtant, elle nous concerne tous. Et moi, je ne crois pas que ce soit souhaitable d'être dans une société où les gens qui sont dans le digital sont bien payés et ceux qui sont dans le contenu sont mal payés. Moi, je comprends complètement qu'on paye mieux un data scientist qu'un journaliste. Hein, mais, franchement, c'est pas un métier d'avenir. Mais... vous voulez réagir, pardon ? Non, je crois que ça, on n'a pas attendu l'IA pour être dans la situation que vous avez décrite sur la dévalorisation des contenus par les réseaux sociaux et Internet de manière générale. Mais je pense que l'IA actuelle, qui s'est par ailleurs beaucoup nourrie de ces contenus, pas tant des réseaux sociaux d'ailleurs, pour entraîner une IA à parler, autrement elle ne parlerait pas aussi bien qu'elle ne parle à l'heure actuelle. Mais effectivement, l'IA est en train d'accélérer ou d'exacerber ces choses-là, ça c'est certain. Après, pour ce qui est de la partie économique, des salaires, etc., alors là, il faut qu'on parle de capitalisme pour le coup. Moi, je suis assez contre que des joueurs de foot gagnent beaucoup plus que des journalistes, par ailleurs, etc. etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on est dans un monde d'offres et de demandes, et je dis pas que c'est bien, je dis simplement que ça excède et de très très loin la question du digital. Oui, mais il y a une question très concrète, c'est-à-dire qu'on en discutait avec ces jeunes polytechniciens fringants. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils sont excellents, ils peuvent se vendre partout. Pourquoi ils iraient travailler dans un ministère en France où ils seront payés 10 fois moins que chez DeepMind ou je sais pas quoi. Ça, c'est une question extrêmement concrète. Et eux, ils réfléchissent, ils pensent, ils sont critiques vis-à-vis des technologies, etc. Comment ? Il ne faut pas les laisser partir. Oui, mais c'est une question très concrète. Oui, alors quand même, la fonction publique a revalorisé les salaires des gens qui travaillent dans le numérique. Ça, c'est vrai. Il faut quand même le savoir, parce que c'est une question qui se pose du coup même à l'endroit de grilles de salaire qui étaient normalement un peu stabilisées. Donc moi, je trouve que c'est une question très légitime. Mais du coup, ça crée des disparités. C'est-à-dire que si vous travaillez dans le numérique, dans la fonction publique, vous êtes mieux payé à niveau égal quand vous ne travaillez pas dans le numérique. Mais c'est pas un problème, ça. Ça pose les questions que Madame soulevait, avec lesquelles je partage. Enfin, je trouve que, notamment quand en plus le travail qu'ils ou elles font peuvent littéralement mettre fin à des jobs qui existaient, qui étaient moins valorisés. Enfin, moi, je trouve que c'est des fils sans... Là encore, je pense que l'idée n'est pas de mettre en opposition, de diviser les uns contre les autres, parce que ça me paraît être vraiment la cata, vraiment pas la manière justement de composer ces mondes qui prennent conscience en fait de ce qui s'infrastructure collectivement, mais depuis son endroit, on ne le voit pas forcément. Mais par contre, de mettre ces questions autour de la table, comme la question de la valeur, la redistribution de la valeur des données produites, est une question, pour le coup, elle a été déjà pas mal soulevée, et des collectifs essayent de s'en emparer pour l'instant, sans trop de succès, mais c'est une bonne question aussi. Pardon de vous poser la question extrêmement vulgairement. Comment vous faites pour faire venir des gens qui travaillaient avant chez Google ou etc. Vous les payez hyper bien? Ou alors est-ce qu'ils ont d'autres avantages? Non, mais c'est une question. J'ai écouté un excellent podcast qui s'appelle Le Collimateur, qui est un podcast sur les questions de défense, et dont l'avant-dernier épisode traitait de la question de l'IA dans la défense, et toute une partie de la conversation, c'est un polytechnicien qui parlait, et toute une partie de la conversation concernait cette question de comment on fait pour faire travailler dans un ministère en France des types, ou des nanas, hein, peu importe, hein, qui sont à un très haut niveau, qui pourraient être 10 fois mieux payés ailleurs, et comment on fait pour les faire venir dans un ministère. Et le type disait, bah voilà, nous on est installés à Rennes, c'est tout un argument d'être installé à Rennes, etc. Machin. Enfin, c'est très concret, et c'est extrêmement important en fait. Alors oui, ça l'est, d'ailleurs j'ai fait la moitié de ma carrière à Rennes, et dans la fonction publique. Et quel faillot. Et que je sache, la recherche publique à l'INRIA, dont je suis issu, au CNRS, à l'université, et à mon grand soulagement, continue à attirer sur des concours pas très bien payés, concours de chercheurs débutants, des jeunes gens
hyper talentueux. Ça, c'est le premier point. Après, comment on sort les gens des GAFAM? On n'arrive pas à tous les sortir. Mais alors, c'est quand même important de bien les payer. Mais après, il y a des... C'est un peu... Alors, pour le coup, j'avais parlé du football tout à l'heure, mais c'est un peu ça qui se passe en ce moment dans l'IA. C'est qu'après, il y a ceux qui sont vraiment dans les grands clubs. Je suis nul en foot, mais dans les grands clubs, et là, bon, c'est intouchable. Et puis après, il y en a plein d'autres qui jouent très très bien. Et puis s'ils sont alignés avec la mission, ils viendront volontiers. Et par ailleurs, je pense que chez les jeunes gens, alors il se trouve, votre question m'a fait rire, parce qu'il se trouve que ma fille est en 3e année à l'IX et elle va surtout pas faire du numérique, elle a abandonné l'informatique et ce qui l'intéresse c'est l'action publique autour du changement climatique. Donc ça donne quand même malgré ce que font ses parents, donc ça donne quand même ça donne un peu un indice au-delà de l'anecdote sur le fait que je pense que dans toutes ces écoles il y a un fort mouvement de fond autour des grands enjeux de l'humanité et ça me réjouit, ça me rend plutôt optimiste. Oui, merci de prendre ma question. Au cours de vos échanges, je me suis posé la question, est-ce qu'il est possible d'arriver à une IA qui soit objective? Alors, je vais poser peut-être la question autrement. Tel que je comprends l'IA, on part toujours d'un système de big data, nombre de données énorme. Donc 2 questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez étudié la sensibilité de la sortie de l'IA, du résultat, en fonction de supprimer une donnée ou plutôt d'une autre? On pourrait très bien imaginer une IA, c'est un peu comme dans les journaux, quoi. Entre Le Monde et Le Figaro, ou Libé, ou l'Humanité, il y a des différences. Pour l'IA, je comprends que les différentes IA dont vous avez parlé, que je ne pratique pas, je précise ça tout de suite, mais bon, c'est un peu comme si on disait un journal différent, quoi. Mais pourquoi vous voulez une IA objective? Parce que le monde est objectif. Je ne souhaite pas. L'IA, pour moi, est arrivée à une prise de décision à la fin, perso. D'accord? Donc, je souhaite avoir l'information la plus objective possible. Par rapport à ça, alors, deuxième volet, donc, qu'est-ce qui se passe sur la sensibilité aux données qu'on rentre ou qu'on ne rentre pas? La deuxième, quelles sont les fonctions logiques qui sont introduites au sein de l'IA? C'est bien beau d'avoir des données, mais comment elles sont traitées, par quel type, vous appelez ça des algorithmes, j'appelle ça des fonctions logiques. Est-ce que, par exemple, si quelque chose est reproduit 10 fois dans la banque de données que vous avez, vous dites, je valide ça, autrement, je ne la valide pas, des choses comme ça. Voilà. Alors, Pauline, répondre sur la première aspect, objectivité, et après, je sais pas, après vous voulez répondre sur la question de comment ça fonctionne à l'intérieur? C'est d'être concis. Sur l'objectivité, je vais répondre un peu à côté, mais exprès. Parce que l'objectivité, c'est une grande question, surtout venant des sciences, de l'histoire des sciences et des techniques ou de la philo des techniques. Bon, l'objectivité, c'est savoir si ça existe, etc. C'est quand même un vaste sujet. Mais par contre, là où c'est extrêmement important de savoir ce qu'on a en sortie, et si c'est valable, c'est notamment dans l'action publique. Et moi, j'ai regardé quand même quelques systèmes d'IA déployés dans l'action publique où on a besoin de savoir, je ne sais pas, si vous faites un système pour calculer les aides de la CAF ou pour calculer votre impôt, vous avez quand même vraiment besoin de savoir si le calcul qui sort à la fin est le bon, quoi, si ça s'appuie sur les bonnes données, etc. Mais donc là, on n'est pas tant sur un problème d'objectivité que sur un problème de construction de réalité collective. Et là, on se relie beaucoup plus à des courants de pensée comme, je ne sais pas si vous voyez par exemple qui est Monsieur Desrosières qui travaillait à l'INSEE, donc sur des problèmes statistiques et sur des épistémologies de comment est-ce qu'on fait un bon calcul, comment est-ce qu'il y a une décision collective qui est prise, notamment par le Parlement, il y a ça peut passer par des voies comme celle-ci pour décider comment est-ce qu'on construit nos réalités collectives. Mais je ne parlerai pas d'objectivité du coup. Mais en tout cas, dans la question de l'action publique, c'est extrêmement prégnant comme question et important, oui. L'objectivité, alors plusieurs choses. D'une part, toutes les IA ne sont pas basées sur des big data. Il y a des petites IA très spécifiques, basées sur peu de données, où c'est plus facile effectivement d'analyser l'influence de certaines données d'entraînement. Alors sur même les grandes IA, c'est une question qu'on peut se poser, y compris... Il y a plein d'études sur qu'est-ce qui se passe si on enlève une donnée d'entraînement, etc. Quelle est l'influence sur la sortie? Ça relève de l'explicabilité, ça relève de la transparence. Ça c'est utile pour plein de questions très importantes sur les grands modèles en particulier, donc ceux qui se nourrissent de gigantesques bases de données, en gros Internet. Mais c'est justement ces modèles-là qui sont polyvalents, pour lesquels on peut difficilement réclamer l'objectivité, vu que le même modèle sert à faire de la poésie
et répondre à des questions supposément factuelles. Donc, on a déjà un peu un dilemme en raison de la variété des tâches qu'on aimerait voir ce système réaliser. Et s'agissant quand même du traitement du choix des données d'entraînement en fonction de ce que l'homme de l'art ou la femme de l'art sait que ça va avoir comme conséquence, typiquement sur les grands modèles de langage qui sont entraînés sur plusieurs milliards, dizaines de milliards de documents, la plupart de ces documents, on fait en sorte qu'ils soient vus qu'une seule fois à l'entraînement, mais ceux qui ont vraiment une qualité supérieure, typiquement Wikipédia, donc l'encyclopédie en ligne collaborative, peut être vue plusieurs fois à l'entraînement pour quand même renforcer la qualité du savoir. Donc c'est un élément, et ça c'est vraiment le processus de nettoyage de la donnée ou de préparation de la donnée d'entraînement. C'est pas juste une copie d'internet et vas-y qu'on met ça, alors peut-être Grok c'est encore une autre histoire, mais et qu'on met ça dans le modèle. Il y a beaucoup de travail de nettoyage, de qualification, de filtrage de la donnée d'entraînement, même à cette échelle-là. Est-ce que je peux dire un tout petit mot très rapide sur cette question, parce qu'il me semble que c'est quand même très important, parce qu'aujourd'hui on a tendance à confondre plusieurs choses, la réalité, la vérité, l'objectivité, et le quatrième terme qui n'apparaît jamais mais qui est derrière tout ça dans ces systèmes, c'est la probabilité. C'est-à-dire qu'en fait ces systèmes sont fondés sur des calculs probabilistes. Et si vous regardez l'histoire des sciences, l'histoire de l'art, l'histoire de la philosophie, les théories qui ont été reconnues à un moment de cette histoire comme étant vraies, n'avaient rien de probable. Au contraire, elles étaient très improbables. Par exemple, la théorie de Newton, c'est complètement improbable au moment où ça apparaît. Vous voyez, donc la vérité n'est pas toujours la probabilité. Vous voyez, et même bien souvent, la vérité est très improbable. Donc c'est plutôt le contraire. Et par ailleurs, l'objectivité dans ces systèmes, comme on l'a dit tout à l'heure, n'existe pas, puisque ce sont des humains, si vous voulez, qui sont derrière, qui ont fait des choix, notamment des choix comme vous venez de l'expliquer, Patrick, c'est-à-dire qui ont choisi comment nourrir ces systèmes, avec quel jeu de données, etc., etc. Donc ça n'a rien d'objectif, c'est tout à fait construit. Voilà. Bon. Et surtout, ce qui me semble important aussi, le terme qui me semble important de réhabiliter contre, si vous voulez, cette logique probabiliste, c'est le terme de certification. Parce que vous voyez, pourquoi est-ce que Wikipédia a si bien fonctionné? Pourquoi est-ce qu'on peut accorder du crédit aux textes que nous lisons sur Wikipédia? C'est parce que ce sont des textes qui sont le fruit de délibérations collectives et de processus de certification par les pairs. Et c'est la raison pour laquelle, quand on veut que ces IA soient un petit peu pertinentes, intéressantes, etc., eh bien, on va les nourrir avec Wikipédia, qui sont des textes de grande qualité tout de même, même si ils n'ont rien d'objectif. Parce que voilà, si vous parlez à quelqu'un qui a une page Wikipédia tout à fait problématique, il vous dira c'est pas du tout objectif. Ces données se basent, parce que vous savez, sur Wikipédia, en fait, il n'y a jamais d'objectivité. Il y a des principes de construction d'un savoir. Et sur Wikipédia, par exemple, l'un des principes de construction, si vous écrivez un article sur Wikipédia, vous devez le sourcer avec des articles qui sont déjà parus dans la presse. Donc c'est à la fois très bien, ça permet de sourcer, mais ça pose aussi des problèmes, parce que si vous voulez dire quelque chose qui n'a pas déjà été dit par d'autres médias, c'est plus compliqué, etc., etc. Mais en revanche, c'est un système, qui soit objectif ou pas, c'est peut-être pas tant la question. Ce qui est important, c'est que c'est un système certifié par les pairs selon un certain nombre de critères qui sont transparents, c'est-à-dire qu'on peut savoir quels choix ont été faits et pourquoi. Ce qui n'est pas du tout le cas dans des systèmes qui sont hermétiques, où il y a des décisions qui ont été prises en amont et qui fonctionnent sur des calculs probabilistes. Voilà, donc je pense que là, il faut bien distinguer, et ça nous amène précisément à la question de la manière dont l'IA, parce que Wikipédia, c'est de l'IA tout de même. Ce sont quand même des algorithmes. Bien sûr, c'est pas l'IA connexionniste, les réseaux de neurones dont on parle aujourd'hui. Mais enfin, c'est quand même de l'IA. Et les algorithmes de recommandation aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est aussi de l'IA. Donc, le point, c'est aussi d'imaginer des systèmes qui puissent être des systèmes contributifs et délibératifs. Il y a des plateformes, une plateforme Police, par exemple, qui est citée dans le rapport de nos collègues, et que je développe un petit peu dans un de mes articles aussi, qui est une plateforme qui fonctionne avec des algorithmes et qui permet à des personnes qui ont des opinions tout à fait divergentes les unes des autres de discuter ensemble et de faire des propositions et de délibérer, si vous voulez. Et les algorithmes ont un fonctionnement transparent selon certains critères, etc., etc. Et là, on a une utilisation de l'algorithmie, si je puis dire, qui est tout à fait vertueuse, non pas pour construire de l'objectivité, mais pour construire de la certification ou du consensus, et en fait pour tout simplement, la délibération collective qui est le cœur de l'activité politique. Donc voilà.
Ma question, bonsoir, est d'un point de vue des entreprises. Aujourd'hui, les grands pôles d'IA, en particulier l'IA générative, sont vraiment poussés et développés par les États-Unis et la Chine. L'Union européenne ne compte pas réellement comme acteur industriel. De ce que je peux observer, c'est que dans les entreprises, tout le monde veut un petit peu son IA et que c'est développé de manière innovante parce qu'il faut développer l'IA. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, vous avez raison, c'est la question économique et le système de financement et de fonctionnement de l'IA et qui est quand même incontournable, ce qui fait que c'est réellement un tsunami sur lequel, quand on est du point de vue de l'entreprise, je ne suis pas sûr qu'on puisse résister. D'autre part, et quand je dis résister, ce n'est pas d'un point de vue négatif, hein, c'est ce que vous avez abordé comme le sujet de la démocratisation de ces sujets. Ce que j'observe également, c'est que les grands acteurs de l'IA et de l'IA générative, comme Microsoft entre autres, ont supprimé quasiment au minimum, voire totalement, toute leur direction de réflexion autour de l'éthique et de la responsabilité au niveau du code. Donc moi, la question que je vous pose, c'est l'intitulé de la conférence concerne aussi l'émergence d'alternatives et finalement, vous avez peu abordé ces sujets d'alternatives. On comprend que c'est au niveau de la responsabilité de chaque acteur, on va dire, qui développe l'IA, c'est au niveau du codeur ou au niveau de laboratoire, que c'est au niveau peut-être également de la régulation et la régulation européenne, par exemple, comme l'IA Act, même si c'est pris beaucoup d'un point de vue juridique et beaucoup sur les cas d'usage. Mais finalement, moi, j'ai l'impression que c'est à la fin en fait qu'on a une capacité d'intervention ou de régulation. Donc je voudrais vous entendre sur justement l'émergence d'alternatives qu'on n'a pas beaucoup abordé ce soir. Sur le sujet de la conférence. Merci. Je sais pas, peut-être. Enfin, c'est intéressant aussi que vous évoquiez par exemple Microsoft et comment est-ce que aussi ces systèmes arrivent dans le monde du travail, notamment. Pourquoi Microsoft? Parce que la suite Microsoft est sur à peu près tous les postes de travail. Voilà. Si c'est pas Google Workspace, c'est Microsoft. Donc Copilot arrive par là. Donc cette question de l'intégration, c'est vrai qu'elle est hyper importante. Elle est peu vue. Enfin, c'est-à-dire on va beaucoup se concentrer en effet sur la question des concepteurs, de ceux qui font de la recherche ou qui développent des modèles innovants, mais la question de comment ça arrive dans le monde est peut-être un peu moins prégnante. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a parlé de ChatGPT. ChatGPT est arrivé dans le monde du travail par les travailleurs. Enfin, c'est d'ailleurs dans les études syndicales qu'on a, ce qui pose énormément de questions évidemment aux syndicats, parce que tout d'un coup, ils ont un outil qui n'est pas imposé par les directions, mais dont il faut aussi se saisir et puis discuter des enjeux, etc. Donc c'est intéressant. Bon, mais il est vrai que beaucoup arrivent en fait aussi par ce qui est déjà installé dans les grandes boîtes notamment, et donc ces questions-là, et c'est là où je trouve que c'est vrai qu'on a envie de cadrer les sujets par rapport à la spécificité de l'IA, mais il y a d'autres enjeux qui méritent qu'on recrée des liens historiques aussi avec des phénomènes de numérisation qui se sont développés depuis en fait assez longtemps. Et comment est-ce qu'on fait pour les inverser? Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pu travailler sur cette question par rapport à l'éducation et à la question de pourquoi Microsoft dans les écoles. Bon, en fait, là encore, on retrouve finalement des prises et des choix politiques très précis. On sait qui les a pris, quand. Il y a eu d'ailleurs des collectifs qui se sont mobilisés pour pas que ça se fasse. Bon, c'est des sujets sur lesquels il y a quand même des choses à inventer et des alliances à créer, il me semble, pour faire valoir que un enseignant qui n'a pas la main sur son système informatique dans sa classe, c'est un problème. Qui doit subir un système Microsoft parce qu'il n'a pas le choix de ses outils, c'est un problème. Et qu'en fait, il y a pas mal de collectifs qui mélangent tout un tas de gens, qui développent des outils libres, qui en fait font aussi leurs preuves, et qui, si ils avaient bénéficié justement d'attention et de moyens économiques à hauteur de ce qu'on met dans d'autres politiques publiques et dans d'autres choix industriels, en fait, il y aurait vraiment moyen de créer des alternatives. Et sur la question géopolitique, qui est un des aspects de votre début de votre question, donc c'est aussi est-ce qu'il y a une alternative à la lutte entre les États-Unis et la Chine? Est-ce que c'est compliqué, mais il y a quand même des choses
Il y a quand même des choses intéressantes ou des alternatives qui sont essayées. Le laboratoire que je dirige est à sa mesure une forme d'innovation. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui rend compliqué ça, c'est que les acteurs les plus puissants de l'IA, ce sont historiquement les acteurs de l'Internet, en fait. Et de fait, l'Europe n'a pas de géant. C'est un constat après, mais qui joue à plein là, s'agissant de l'IA, n'a pas de géant issu de l'Internet. Associé à ça, il y a le problème de à quel point ces technologies-là, à l'heure actuelle, sont hyper coûteuses en termes de ressources de calcul en particulier et de talents assez rares, ce qui permet effectivement aux groupes les plus puissants de la planète, qui en plus pour certains sont eux-mêmes des acteurs du cloud, donc ils ont eux-mêmes les machines, enfin bref, tout, pour eux il y a un cercle vertueux qui fait que n'ayant pas ces géants-là en Europe, c'est un peu compliqué d'aller frontalement. Bon, après ils sont tellement occupés à se taper dessus entre eux et entre les deux parties du monde qu'il y a peut-être des choses intéressantes. Si on avait dit, alors certes, OpenAI est américain, mais si on avait dit il y a 2 ans que Google et Microsoft commenceraient à courir comme des poulets sans tête, parce que d'un coup ils se demandaient si cette start-up sortie de nulle part n'allait pas renverser leur monopole, par exemple celui du moteur de recherche. Enfin, financé par Musk et Thiel quand même. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que qui aurait pensé il y a 2 ans que Google serait inquiet sur son cœur de métier. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors effectivement, ils ont été inquiétés par une start-up américaine. Donc, mais peut-être que des start-up françaises, il y en a certaines qui émergent, pourront faire ce genre de choses. En tout cas, c'est vrai que le combat est un peu compliqué. Il faut essayer de réfléchir, s'agissant en particulier des grands modèles de langage. Je pense qu'il y a vraiment des choses à réfléchir au niveau de l'Europe. On ne l'a pas évoqué, donc on ne l'évoquera pas ce soir désormais. Les communs numériques. En 2 mots, il y aurait quoi? Mais les communs numériques, ça veut mettre ensemble des données de qualité à l'échelle de l'Europe qui permettent de développer, de concevoir de zéro des modèles ouverts qui soient non seulement utiles à tout le monde, mais qui permettent à l'Europe de jouer un rôle et de posséder, du moins en partie, ses propres outils. Dernière question sur justement cette recherche contributive. J'estime que là, on a vraiment des contributions pertinente avec l'ensemble d'un panel qui peut potentiellement interroger sur la fabrique de la loi, parce que derrière refonder une politique scientifique, industrielle et sociale, c'est peut-être l'idée de faire émerger une norme qui vienne du droit des usages d'un droit vivant, parce qu'on dit tout le temps l'Europe régule pendant que les États-Unis et la Chine font le commerce et font la loi. Je voudrais juste faire un pas de côté sur cette fabrique de la loi et dire que le Data Governance Act, notamment, a l'ambition de créer des modèles européens en mutualisant les données, et donc en créant, peut-être en rendant obsolètes les modèles sino-américains. Donc en tout cas, c'est l'ambition européenne, puisque les États-Unis n'ont pas un data layer, un lien entre les différents secteurs. Donc c'est l'ambition. Donc l'idée là d'une vraie alternative, ce serait s'interroger sur comment on fabrique aujourd'hui la loi. Voilà. Vous êtes juriste, non? Est-ce que vous avez quelque chose à répondre? C'est vous qui êtes les arbitres. Oui, c'est la dernière question. On peut y répondre. Alors, soit vous répondez, mais en même temps, est-ce que c'était vraiment une question? J'ai pas l'impression. Là, c'est un bac à sable. On fait émerger un bac à sable pour trouver les bons usages de l'IA. Anne, peut-être. Vous êtes philosophe, ça le problème d'être philosophe, c'est que c'est à vous qu'on demande. C'est les toutologues. Ils sont capables de parler de tout. Voilà, on parle de droit, on va parler à le philosophe. Ouais, on essaye d'éviter ça normalement, mais non, je voulais essayer de rebondir sur 2 choses en lien avec la question précédente, c'est-à-dire que c'est vrai que par exemple quand on regarde ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, qui étaient les grandes innovations de l'époque, voilà, portées par les géants du numérique, Facebook, Meta,
X, Twitter, et puis de l'autre côté le modèle chinois de TikTok, bon, qui est finalement grosso modo quand même plus ou moins le même modèle. En tout cas, si on regarde la manière dont l'algorithme de TikTok fonctionne ici, parce qu'il ne fonctionne pas de la même manière en Chine, bien sûr. Et donc, si vous voulez, le fait est que se lancer dans une course à l'innovation face à de tels dispositifs, c'est pas forcément la chose la plus intéressante. Et on voit bien aujourd'hui que la situation est en train de se renverser, c'est-à-dire qu'on est en train de voir les limites en fait de ces modèles-là, qui sont fondés encore une fois sur la massification, la collecte massive des données, etc. On est en train effectivement avec le Digital Services Act notamment d'essayer de réguler un petit peu tout ça. Il y a certains organismes aux États-Unis, il faut pas opposer les pays au pays. Il y a certaines organisations aux États-Unis qui nous envient les régulations que nous avons proposées en Europe et qui se disent pour la concurrence c'est peut-être tout à fait intéressant parce que il faut bien voir que ces régulations on peut le déplorer parce qu'effectivement on est dans un système capitaliste, en tout cas c'est comme ça pour l'instant et en fait ces régulations elles visent à stimuler aussi l'innovation, c'est-à-dire que réguler ces géants-là c'est une manière aussi d'ouvrir des alternatives possibles. Et je voulais citer un exemple spécifique dans le cas des réseaux sociaux qui porte sur les algorithmes de recommandation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un réseau social a une hégémonie sur son algorithme de recommandation. Mais le fait de les réguler sur ce point, vous savez que ça pose plein de problèmes en termes de désinformation, de captation de l'attention, de bulles informationnelles, de chambres d'écho, etc. C'est un énorme problème. Et donc, on essaye le Digital Services Act essaye d'agir pour limiter un petit peu ces enjeux. Et une telle régulation peut ouvrir le développement d'autres algorithmes de recommandation alternatifs qui peuvent être produits par des entreprises, par des médias, etc. et donc stimuler l'innovation. Vous voyez, c'est-à-dire que le monopole, l'hégémonie n'est pas toujours intéressant, même d'un point de vue économique et industriel. Et donc là, je crois que Patrick a cité aussi tout à l'heure un certain nombre d'exemples de cas, si vous voulez, dans la médecine, dans les voitures autonomes peut-être, enfin moi je connais absolument pas ces sujets, donc justement je vais pas faire la tautologue, mais disons que il y a peut-être d'autres choses à inventer de ce point de vue-là. Et enfin, moi je crois beaucoup à cette idée d'essayer de créer des plateformes algorithmiques au service du commun, justement, de la contribution, de la délibération collective, et non pas des IA qui automatisent nos comportements. Et je pense que là, il y a plein d'exemples de ces technologies qui existent, qui sont à de toutes petites échelles, mais qui auraient pu permettre des choses extraordinaires si elles avaient été portées politiquement, économiquement et médiatiquement aussi. Voilà. Génial, merci beaucoup. Merci à vous quatre pour cette discussion.